Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast long de 7ème dimension. Donc on est sur le 3e épisode et on va dire pour commencer, je vais faire un petit peu le point sur les audiences. Donc on n'est pas encore des superstars, mais on est aux alentours de 2000 écoutes mensuelles, ce qui est déjà très très bien et inespéré en fait pour ce format-là. Donc on a annoncé dernièrement que 7ème dimension reviendrait dans sa forme originelle, c'est-à-dire la forme papier, le support papier. Et on est déjà très enthousiaste en fait des retours au niveau de cette annonce-là. On va commencer à mettre en place les précommandes au courant du mois de juillet et comme d'habitude, comme on ne tient pas les délais, et ben, ce numéro-là, normalement, vous l'aurez dans vos boîtes aux lettres, sûrement au pied du sapin, à la fin d'année 2020. Donc, au programme de ce numéro-là, papier de 7ème dimension, pour l'instant, on mettra en avant donc, un inédit, beaucoup de gens l'ont vu en mode dématérialisé de manière illégale, mais on sera sur le dernier film de Richard Stanley qui est Color quoi ? Out of Space. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est bien Peterson. Alors en même temps, vous pouvez pas le reconnaître parce qu'il a jamais fait de podcast, mais oui, Peterson, mon fidèle comparse de 7ème dimension, est présent car nous sommes dans ces lieux dans le sud. Nous sommes chez Peterson, au milieu de son antre, de son vidéoclub personnel. Et du coup, tu me disais, c'est quoi le titre du Richard Stanley ? C'est Color Out of Space. Donc nous mettrons en avant Color Out of Space de Richard Stanley. Nous en profiterons aussi pour faire un dossier que vous attendez tous. Donc la campagne ça craint, parce que le Color Out of Space, c'est ça, hein, je le dis bien, Color, c'est quand même un titre à la con quand même. Hein. Voilà. Il y a Color from the Dark, Color Out of Space, donc on va y arriver. Donc parce que ça se passe à la campagne, et c'est vrai que souvent à la campagne, c'est un peu la merde. Donc Sud oblige, vous entendrez des bruits de verre, des bruits de glaçons, car il y fait très chaud, et il faut s'hydrater. Et ce très cher Peterson s'hydrate avec une boisson locale. Donc moi je suis resté à ma bonne vieille bière, donc pas de Toulouse, mais du coup une bonne vieille Grimbergen, et en fait je suis en train de me rendre compte que tout le monde s'en branle de ce qu'on boit, donc on va aller plutôt dans le vif du sujet. Donc un nouveau numéro papier, on commence les précommandes au mois de juillet, et du coup comme je vous ai dit, on se presse pas, ça arrivera à la fin de l'année. Pour les abonnés, pour les 2-3 abonnés historiques de 7ème dimension, bien entendu que je reprendrai vos adresses postales et que je vous enverrai ce numéro. On le fera à nos frais parce que vous avez déjà financé plus ou moins ce prochain numéro. Donc je pense à certains abonnés qui sont très soucieux de l'arrivée prochaine de ce numéro. Donc ça sera envoyé. Vous verrez, on a même investi, on a mis les petits plats dans les grands. Nous avons même des étiquettes officielles 7ème dimension. Donc vraiment, on fait ça très bien. Alors pourquoi je suis venu chez Peterson ? Déjà parce qu'il me manquait un petit peu et que on se rend compte aussi que parler tout seul dans un micro, ça devient vite un petit peu une activité liée à la paranoïa, à la bipolarité. Donc c'est bien aussi de pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre que soi-même. Donc ça c'est intéressant. Donc déjà c'est le plaisir d'avoir Peterson du coup dans ce format podcast de 7ème dimension, et aussi parce que chers amis, l'heure est grave. Voilà, je mets un temps de pause, l'heure est grave.
Voilà. Donc pourquoi l'heure est grave ? Pourquoi je mets autant de pauses dans mon discours ? C'est parce que je cherche mes mots aussi. C'est surtout parce que le support physique a besoin de vous. Voilà. Donc dernièrement, suite au phénomène mondial, parce qu'on peut le dire, c'est un phénomène mondial du Covid, voilà, certains secteurs artistiques ont été touchés, notamment comme le cinéma, mais dans une moindre mesure et à une autre échelle, le milieu de l'édition vidéo a été touché. Voilà. Donc tous nos éditeurs hexagonaux ont commencé à communiquer, on a appelé ça précisément l'appel des 70. Donc en fait cet appel du coup des 70, on va résumer un petit peu l'histoire. Donc suite au Covid, il y a une perte à gagner et c'est surtout que quelque part le streaming a fait beaucoup de mal. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont plus acheté physiquement pendant cette période-là, il y a eu quand même une chute des ventes et le streaming a émergé et ça fait de l'ombre on va dire au support physique. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, ça existait déjà le streaming, mais ils ont multiplié les abonnements et arrêté de commander. Donc du coup, chute des commandes, donc perte, fermeture des moyens postaux, chute des ventes au niveau de ces éditeurs hexagonaux et du coup, grosse alerte. Voilà. Donc il y a des éditeurs qui sont proches de la banqueroute et on va dire que modestement, à notre niveau, parce que nous ne sommes pas grand-chose, nous ne sommes qu'un petit podcast modeste et obscur, mais il est de notre devoir d'intervenir en fait à ce niveau-là et de soutenir nos éditeurs hexagonaux. Alors, bien entendu, c'est aussi un moyen pour nous, voilà, on vous le cache pas, de parler de cet amour qu'on voue en fait au support physique, qu'on a connu au travers de la VHS, qu'on a poursuivi dans le DVD, que l'on retrouve aujourd'hui dans le Blu-ray et que l'on fait perdurer dans le Blu-ray 4K. Donc cet amour du support physique, cet amour de la collection et ce besoin de posséder aussi l'œuvre, voilà, on avait envie de le partager et au final ça colle bien avec l'actualité. Donc sur cet épisode 3, on va être plus en mode on va se poser la question de pourquoi il faut acheter des films et on va y répondre en disant que c'est important d'acheter des films. On va dire que oui, il faut acheter des films, on va expliquer le pourquoi, les raisons, parce que certains n'ont pas connu les vidéoclubs, n'ont pas connu cette période-là, et pour beaucoup, en fait, un film, c'est quoi ? C'est un flux, c'est un fichier qu'on a sur un ordinateur et qu'on va consommer de manière compulsive et qu'après, ça va complètement disparaître, en fait. Donc voilà, on va essayer de recentrer le débat et de parler de cet amour du support physique et que c'est important d'acheter des films parce que oui, bordel de merde, comme je le dis souvent, oui, je le dis, ce mot bordel, ça me plaît, parce que oui, bordel, il faut acheter des films, il faut pouvoir conserver en fait ces œuvres-là et pouvoir permettre de les pérenniser dans le temps, donc c'est important et donc ça fait une bien longue intro, donc c'est vachement bien tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le support lui-même, VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray, on va déjà recentrer le débat et préciser ce que c'est un support physique pour un film. Alors déjà, on va déjà dire un film, voilà, c'est une expérience en fait commune que l'on va partager, c'est du spectacle, voilà, qu'on va partager avec d'autres personnes, souvent des inconnus, voilà, des proches, des inconnus, et historiquement, si on remonte en fait à l'origine du cinéma, c'est de la projection. Voilà, c'est de la projection. Voilà, on va assister à cette projection, on va prendre une claque dans la gueule, on va avoir peur, on va pleurer, ce que vous voulez, on va éprouver des sentiments devant une projection sur un écran, voilà, d'une œuvre qui a une certaine durée. Et puis après, on rentre chez soi et on ne repart pas avec l'œuvre. Voilà, ça c'est à la base, on ne repart pas avec l'œuvre. Voilà, c'était compliqué de repartir avec des pellicules quand même, il me semble, à l'époque, et avec le matériel de projection. Et du coup, très rapidement, en fait, il y a eu une volonté, quelque part, de préservation, en fait, du film. Donc, au final, il a été très rapidement stocké. Voilà. Donc déjà, moyen de projection, donc la pellicule, mais après, très rapidement, il y a eu du moyen de stockage, et c'est comme ça qu'est arrivé le montage. Alors, j'en vois déjà un qui gueule au fond, oh, ils viennent nous résumer 100 ans d'histoire du cinéma et de montage. Mais globalement, c'est ça, en fait. Il y a un rapport physique, en fait, avec le film.
Donc déjà, l'acte de montage en lui-même est un rapport physique à l'œuvre. Voilà, on touche quelque chose. On manipule et on repart avec. Voilà. Donc il y a déjà ce rapport physique du coup avec le film. Donc très tôt, on a éprouvé le besoin voilà, de capturer cette œuvre-là et après on a pu permettre au public d'acquérir cette œuvre. Donc on n'est pas propriétaire du film, parce que l'auteur est propriétaire du film, mais quelque part, le spectateur est devenu amateur. Voilà, est devenu amateur et a pu conserver lui-même une copie du film et pouvoir le revoir autant de fois que possible. C'est un peu le même rapport à l'audio en fait au final. Voilà. Donc l'audio, c'était joué en live, entre guillemets, et puis après très vite on a essayé de le mettre sur un support pour que, on va dire que l'auditeur, voilà, l'amateur, voilà, puisse conserver en fait cette chose-là. Donc en fait par essence, un film a pour vocation d'être sur un support. Voilà, c'est pour ça que je voulais recentrer le débat et vous expliquer que ne pas avoir de support, au final, c'est un petit peu contre nature, voilà, pour une œuvre. Voilà, donc c'était bien de recentrer le débat. Donc là, je vais plutôt passer maintenant le micro à mon spécialiste historique, parce que ce qu'il faut savoir en fait dans 7ème dimension, c'est que les dossiers, voilà, c'est Peterson. On va dire que tout le contexte historique, toute la viabilité en fait de ces dossiers, c'est Peterson. En fait, moi, je rajoute que les conneries à l'intérieur. Donc, c'est lui qui fait en fait le travail de l'ombre. C'est lui qui est dans l'ombre. Il n'est pas sous les feux des projecteurs. Il ne parle pas dans un podcast la semaine. Voilà. Il travaille. Il œuvre dans l'ombre pour vous fournir les dossiers les plus précis et peut-être voler aussi quelques anecdotes qu'il n'a pas vécues, mais dans d'autres magazines. C'est important ça aussi. Donc, du coup, je pense qu'on sera assez d'accord avec Peterson qu'on va pas s'attarder sur la pellicule. Les gens qui ont eu des pellicules, on va être d'accord que ce sont les producteurs, les réalisateurs et les nababs et les riches, entre guillemets. Voilà, ceux qui pouvaient avoir... et je pense que si tu te rappelles un petit peu nos études à l'université liées au cinéma, il me semble qu'on avait un enseignant à l'université qui possédait lui-même des pellicules et qui était un petit peu un espèce de petit bourgeois, hein, on est d'accord. Donc voilà, on va dire que la pellicule, c'est pas donné à tout le monde, et il vaut mieux le réserver à un espèce de mec qui sniffe de la coke dans un Tarantino qui serait trop romance, voilà, qui va se regarder des pellicules de vieux films du Vietnam. Voilà. Donc voilà, je t'ai bien introduit le truc, et je pense qu'on sera d'accord sur le fait que on va plutôt se concentrer sur la VHS, qui est vraiment le support que tout un chacun a pu posséder rapidement. Je te passe le micro, très cher Peterson. Déjà, c'est assez drôle quelque part de commencer par la VHS, puisqu'on parle d'objets. Et en même temps, la VHS, ça a commencé, c'est le début, c'est l'histoire du piratage en gros. Il faut savoir que quand les premiers magnétoscopes déjà sont sortis, il n'existait aucun film. On a vendu les magnétoscopes à la base à la ménagère. Le but était finalement de pouvoir regarder les feux de l'amour tout en enregistrant Amour, gloire et beauté. Ça, c'est les débuts de la VHS. Pourquoi au début il n'y a pas de film ? Parce que les studios étaient contre. Déjà, il faut savoir que le premier problème qu'il y a eu, c'est ces gens qui justement commençaient à enregistrer les films qui passent à la télé et qu'ils n'étaient pas leur propriété. Universal Studios a d'ailleurs fait un procès qui a duré des années jusqu'en 1984 pour qu'on arrête la production de magnétoscopes, carrément, car pour eux, c'était illégal d'enregistrer ce qui ne leur appartenait pas. On part de là, on parle d'objets, en même temps, c'est le début du piratage. Les premiers cinéphiles, en gros, c'est les films, ils les ont volés à la télé grâce à leur magnétoscope. Donc tu es en train de me dire, en fait, au final, que c'est un petit peu comme la naissance, on va dire, de l'informatique, quoi. Donc en gros, t'as un mec qui vole un autre, et puis voilà, ça, c'est un petit peu la même histoire. C'est intéressant parce que j'étais pas du tout au courant en fait de ce truc-là. Donc même moi, j'apprends des choses. Donc non, c'est intéressant. Voilà, et en même temps, c'est aussi la naissance de l'objet quelque part. Donc plus tard, sont sortis les premiers films vraiment pour les cinéphiles à la vente. Alors il faut savoir que ça coûtait à l'époque extrêmement cher. Une cassette vidéo coûtait environ dans les 700 francs, donc on peut dire 100 € maintenant. D'où la naissance des vidéoclubs. Et la naissance des vidéoclubs, c'est à la fois le début de l'objet, à la fois pas le début de l'objet non plus. Parce que finalement, le vidéoclub, on ne possédait pas le film. Mais en même temps, combien de cinéphiles dans les années 80 sont justement devenus mordus en regardant les affiches, les jaquettes dans les vidéoclubs. Et ça, c'est vrai que ça manque, hein, parce que c'est vrai que ce que tu me dis, moi, ça va convoquer plein de souvenirs. Ouais, et puis des affiches
les 3 quarts du temps mensongère, hein, parce que du coup, tu voyais une affiche, ouah, t'en prenais plein la gueule, tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film de taré? Enfin, je sais pas, moi, en termes de souvenirs, tu me dis vidéoclub, jaquette, parce que c'est ça, hein, parce qu'on appelait ça une jaquette, hein, donc c'est-à-dire qu'on avait l'affiche qui était tirée en format, si je dis pas de bêtises, pantalon pour les vidéoclubs, voilà. Donc t'avais pas forcément des affiches cinéma qui étaient plus, on va dire, rectangulaires sur la largeur, donc t'avais des affiches pantalon, et t'avais la jaquette juste en dessous, et moi, putain, je crois que c'est l'affiche, c'est la jaquette de David Lead 2, quoi. Espèce de crâne avec des yeux où tu te mets n'importe où dans la pièce, en fait, t'as l'impression qu'il te regarde à toi. Donc, ouais, carrément, moi, ouais, ça me parle. Oui, et puis en plus, il y avait des superbes affiches, je pense, par exemple, au film de Corman. Tous les films de Corman ont des affiches géniales, avec des films finalement assez faibles. Et quelque part, avoir l'objet, c'est aussi ça. C'est que finalement, avoir ce film de Roger Corman, si t'as pas l'affiche, c'est un peu comme si tu l'avais pas en entier. Et donc, ouais, la VHS a créé ça, même si au début, finalement, les gens achetaient assez peu, encore une fois à cause du prix, et que finalement, ça a surtout lancé en effet le piratage de masse, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à acheter 2 magnétoscopes pour faire les copies dans les vidéoclubs. Mais quand tu me dis oui en termes de prix, c'est à cette époque-là que du coup émerge par exemple un éditeur qui a marqué un petit peu tout le monde comme René Château Vidéo. Ouais, c'est totalement à cette époque-là, et ça se vendait à l'époque dans ces prix-là. Finalement, ça a commencé à vraiment baisser, et en même temps, quand on dit baisser, ça restait quand même 200 francs, soit 30 € aujourd'hui, le prix d'une très belle édition, pour finalement une copie recadrée avec juste la VF, mais bon. On s'en foutait à l'époque, c'était la norme. Mais c'est pas un format, c'est un format déjà qui coûtait cher à produire, et c'est pas un format qui est descendu. J'ai envie de dire que vraiment l'objet, celui qu'on garde, c'est le DVD qu'il a emmené, avec son faible coût de production, et le fait que, de toute façon, le DVD, on peut pas l'effacer, on peut pas enregistrer avec. Le DVD, comme le Laserdisc, ça a été les premiers vrais supports de cinéphiles, car c'était vraiment des appareils qui ne servaient qu'à ça, qu'à voir des films et pas enregistrer La Roue de la Fortune. Donc ouais, c'est vrai que quand tu me parles de cette période VHS, enfin voilà, ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, donc voilà, on va pas se la jouer de bromance, mais avec Peterson, c'est quoi ? Je crois que j'avais calculé ça, c'est pas loin de 25 ans d'amitié, donc on s'est connus au collège, et c'est vrai que chacun de notre côté, on avait une tendance déjà à vouloir transformer ce qui était enregistré à la télé en, on va dire, un objet collector quelque part. Donc voilà, je me permets de recentrer sur la VHS parce qu'il y a une période que certains vont se rappeler avec émotion et d'autres qui ne connaissent pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, on avait 2 moyens, voilà, qu'on n'avait pas trop d'argent, pour se constituer, on va dire, un objet un peu collector. Alors soit on n'avait pas trop de thunes pour aller au vidéoclub, parce que ça coûtait un petit peu d'argent. Moi, il me semble que c'était pas loin de 10 francs, non, je crois, une location. 10 francs, c'était en règle générale pour les vieux films de catalogue, donc ceux des années 80, quand on les louait en 90. Et après, tu avais les nouveautés qui étaient plus vers 25 francs. Ouais, donc voilà, c'était quand même le prix d'une place de cinoche. Voilà. Donc quand t'es, on va dire, au collège et que t'as un argent de poche qui est très limité, donc voilà. Donc du coup, soit t'investissais, tu te débrouillais parce que à l'époque c'était un peu un truc de riche, mais on pouvait avoir peut-être dans une baraque facile 2 magnétoscopes. Donc sans trop y connaître, tu savais qu'en câblant les magnétos, tu pouvais pomper une cassette. Donc tu te disais, bon, quelque part, j'ai peut-être dupliqué. Et il n'y avait pas encore cette notion de danger du piratage, parce qu'au final, le magnétoscope était un support d'enregistrement. Donc c'était tout à fait naturel pour nous d'aller dupliquer une cassette louée, parce que de toute manière, on enregistrait les films qui passaient à la télé. Donc du coup, on avait cette option-là de dupliquer du film, et je pense que Peterson est allé plus loin que tout le monde, donc dans le sens où il a négocié avec les vidéoclubs le fait d'emprunter la jaquette, d'aller la photocopier sur du papier qui était même mieux que la jaquette originale. Donc voilà. Et quelque part, je crois que les mecs des vidéoclubs étaient complices de... Soit ils en avaient rien à foutre, soit ils étaient, ouais, je pense qu'ils étaient plus ou moins complices de ce truc-là, mais ils imaginaient pas que leur métier allait disparaître, je pense. Voilà. Ils étaient loin de s'imaginer de ça. Donc on avait ce cas de figure-là, et on a l'autre cas de figure aussi, où voilà, t'as pas de thunes, tu peux pas aller au ciné, tu peux pas non plus du coup louer des films, mais par contre t'as la télé, t'as une antenne, et potentiellement si ton père il est amateur, parce que alors généralement c'est pas ta mère, hein, c'est plutôt ton père qui va justifier un abonnement Canal+,
soi-disant pour le sport, mais plutôt pour un certain type de film qui passe le samedi soir à une certaine heure, le premier week-end du mois. C'est à peu près ça. Je vous fais l'organisation parce que le père, il était organisé comme ça à peu près, voilà. Donc dédicace à tous les papas des années 80. On avait déjà pigé nous à dos ce que vous trafiquiez derrière. Donc du coup, en gros, voilà, t'avais un abonnement sur Canal. Tu pouvais avoir accès déjà à la programmation qui était faite par Jean-Pierre Dionnet. Tu pouvais programmer ton magnétoscope et quand tu devenais à peu près bon, t'arrivais à choper le truc quand il démarrait et à l'arrêter quand il démarrait. C'était un truc de ninja un peu. Voilà, t'arrivais vite pour arrêter et tu te faisais ton édition collector et t'avais un bouquin, voilà, qui sortait en kiosque et j'aimerais bien que Peterson nous en parle, qui s'appelait Télécassette. Bah, Télécassette, c'était quand même les grandes heures du programme télé. Donc c'était un programme télé comme Télé 7 jours ou Télé Loisirs, sauf qu'il était beaucoup plus cher. Pourquoi il était beaucoup plus cher? Parce qu'il y avait dedans toutes les jaquettes des films qui passaient dans la semaine à la télé. Donc ça a été un de nos grands défis, d'obliger quelque part à nos parents de passer de Télé 7 jours à Télécassette, alors que nos parents détestaient Télécassette parce qu'il y avait beaucoup moins de ragots que dans Télé 7 jours. Il n'y avait plus, par exemple, toutes ces superbes interviews d'Isabelle Caron qui interviewait les grands acteurs des Feux de l'amour, tout ça. Donc ça a été très compliqué à imposer. Et en même temps, c'est vrai, donc il y avait ce magazine toutes les semaines, tous les films du mois, des fois, ça merdait, ils avaient oublié un film, il y avait un retard, et ils sortaient en plus un mensuel avec toutes les jaquettes en retard, mais aussi les jaquettes des séries, des téléfilms, et même des documentaires et des concerts. Et là, ça allait vraiment trop loin. Et c'est vrai que moi, quand j'ai connu Peterson, alors il me l'avait fait à l'envers, hein, parce qu'il avait déjà cette faculté à se fabriquer en fait de l'étagère de vidéoclub maison dans sa chambre en fait. Et du coup, forcément, voilà, il faut remettre dans le contexte, hein, pour ceux qui comprennent pas cette époque, c'est important. Nous, on était l'époque de la cassette audio, c'est-à-dire l'époque de la cassette audio. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est-à-dire que, par exemple, tu voulais découvrir un groupe, c'était le pote d'un pote qui avait eu l'album, qui avait eu par un autre gars qui l'avait acheté à tel endroit. Je sais pas si vous imaginez. Donc on était sur des générations de copies de cassettes audio et c'est comme ça qu'on se tenait au courant. Donc moi, quand j'ai débarqué chez Peterson, sur son étagère, putain, il y avait du télécassette et des films de fou. Hellraiser 2, je crois que cette jaquette, elle nous a hantés. Et un jour, en faisant, parce qu'on avait l'habitude de faire des nuits blanches à regarder des films, un jour je me suis aventuré dans ces films obscurs, voilà, pour dire tiens, si on regardait ça. Puis il voulait pas, le salaud, en fait. Et après j'ai découvert le subterfuge, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup de boîtiers qui étaient vides et il avait préparé les jaquettes. Est-ce que tu peux témoigner de ce passage-là? Bah, le problème, c'est que moi, j'avais pas Canal+, mais les jaquettes étaient si belles. Donc voilà, on est vraiment sur une période où, oui, alors, on le dit, c'était une forme de piratage, mais on passait quand même à la caisse. Voilà, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à aucun moment, du coup, on n'a jamais déboursé. Donc c'est-à-dire soit on allait, et puis en même temps, voilà, on vient de le dire avec le cas de télécassette, je veux dire, le système lui-même participait à ça en fait. Le système lui-même participait à ça. Si par exemple on te vend une jaquette de film, c'est que tu vas l'enregistrer. Et faut pas oublier aussi, surtout qu'à l'époque, en fait, la cassette vierge, elle coûtait déjà en soi une blinde. Donc finalement, acheter une cassette vierge, c'était beaucoup plus cher que finalement acheter un DVD en 2007. Donc du coup, voilà, a commencé à émerger en fait une vague de cinéphilie à partir de la VHS, mais le problème de la VHS, c'est que déjà, voilà, on va poser les bases, quand on faisait des copies, et bien en fonction de la deuxième, troisième ou quatrième génération, on se retrouvait avec des qualités de merde. Voilà, ça c'est déjà, la VHS n'est pas de la bonne qualité. On est sur de l'analogique. Alors là, on n'est pas en train de vous faire un délire au niveau. Je ferai beaucoup de comparaisons avec l'audio. Pas en train de vous dire ouais, le vinyle a un son plus chaud, c'est quand même plus cool que le CD. Non, c'est pas du tout ça. La VHS, c'était de la merde d'entrée de jeu. Voilà, donc c'est-à-dire que moi je me rappelle que Peterson m'a dit de m'équiper avec un rembobineur à part, pour ne pas déjà abîmer les têtes de lecture du magnétoscope, et surtout qu'on était amené à faire de la manutention sur nos propres cassettes qu'on regardait trop souvent, c'est-à-dire à mettre des bouts de scotch en entrée parce qu'on pétait le démarrage en fait de la bobine. Et du coup, on était toujours, et c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur le nom d'une des rubriques du podcast qui est la vérif. Très tôt s'est imposé en fait le besoin de récupérer de nouvelles versions dans de bonnes qualités, ben justement pour vérifier si la qualité est bonne et si on pouvait balancer notre ancienne VHS. C'est de là que vient la vérif. Voilà, c'est de là que vient toutes ces VHS qui étaient empilées. Et
Et puis de toute manière, à un moment donné, il y a eu le boom du marché vidéo, c'est-à-dire qu'on a pu acheter rapidement à bas prix, dans d'autres éditions, dans des éditions foireuses, certains films en VHS. Là, tu parles de quoi? Des VHS initiales? Oui, les VHS initiales, une grande époque, mais là encore, finalement, ça reste du piratage, puisque c'est des éditions qu'on trouvait dans les supermarchés qui coûtaient 30 francs, donc ça commence à être le début de la VHS pas chère, mais en même temps, c'était souvent un éditeur qu'on appelait Initial, mais qui en fait avait tout plein d'autres noms différents, et qui souvent n'avaient pas les droits du film. D'où ce phénomène dont on parlait souvent dans Mad Movies, qui est le Flying Jacket. C'est juste comme ils n'avaient pas les droits, entre guillemets, souvent ils renommaient les films, ils les déguisaient, ils créaient en fait un nouveau film, parce qu'ils n'avaient pas les droits de l'ancien. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu sur le format VHS, et arrive très vite, c'est quelle année le Laserdisc? Alors le Laserdisc, c'est assez drôle, parce que la date de création, c'est presque en même temps que la VHS, sauf que c'est resté... ça coûtait cher à l'époque, encore une fois, à produire, donc c'est quelque chose qui est resté dans le domaine professionnel. Et c'est vraiment arrivé, du coup, chez les gens dans les années 90. Chez les gens, là, encore une fois, c'était un truc vraiment de bourgeois. Alors, quelques chiffres. Le lecteur, quand il est sorti, il coûtait à peu près 3000 francs. Donc 650 € aujourd'hui. Ce qui est quand même un peu rush. Et les films, en gros, se vendaient autour de 250 francs, soit à peu près 39 €. Donc c'était quand même du très très cher. Et c'est vrai que moi je me souviens, voilà, dans notre entourage proche, on avait un collègue qui avait eu le Laserdisc, quoi. Mais moi je l'avais vu manipuler. Alors nous on avait trouvé le moyen, je crois que la première question qui m'est venue quand le mec il m'a montré son lecteur Laserdisc, je lui ai dit putain, est-ce que t'as des sorties analogiques derrière? Parce que j'avais déjà l'idée de ripper. Et je sais qu'à cette époque c'était bon. Je crois qu'on lui avait fait, je me demande, c'est pas lui qui l'avait acheté, je crois qu'on lui avait fait acheter Alien 2 en Director's Cut, et on avait pu du coup le dupliquer comme ça, et c'était des qualités de dingue du coup pour le coup en VHS. Et puis on récupérait en plus, on était plus sur un vieux pan and scan tout pourri, on était vraiment sur un format cinémascope respecté. Donc, mais après ça me faisait marrer, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si vous imaginez, le Laserdisc c'est une arme de masse, quoi. Enfin c'est une arme de destruction massive. Le machin c'est un espèce de gros disque, et sur certains il fallait l'éjecter, le retourner pour changer de face. Sur pratiquement tous même. De manière générale, on pouvait pas mettre plus d'1 heure de film sur une face de Laserdisc. Donc ouais, c'était assez contraignant. Et c'est vrai que, enfin moi l'image, si je devrais le comparer à un autre objet de l'époque, ouais, les gens qui avaient des Laserdiscs, c'était un peu comme les gens qui avaient des Neo Geo, quoi. Voilà, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Toi, c'était un peu de chance, t'as une Nintendo NES ou une Master System. Si tes parents ils suivent un peu au niveau budget, ils te prennent une Mega Drive ou une Super NES. Et là, t'as un espèce de connard qui arrive avec la Neo Geo qui est la borne d'arcade. Donc du coup, tu peux pas rivaliser. Donc c'est vrai que nous, à notre modeste niveau de prolo, de la vidéo, ouais, le Laserdisc c'était inatteignable. Et là je ferai un parallèle quand même, du coup je m'adresse à ma femme. Elle a eu de la chance de grandir avec quelqu'un qui collectionnait du Laserdisc. Ah ouais, moi quand elle m'a raconté ça, j'avais des yeux comme ça. Ah ouais, putain, il avait tel truc. C'est là qu'elle m'a dit qu'en fait il avait du Besson. Donc du coup ça a un peu annulé la rêverie au niveau du Laserdisc. Donc Laserdisc c'est un truc, je sais que c'est encore ça se vend cher, non, il me semble, à l'heure actuelle. Bon, ça c'est toujours pareil. Y a des gens qui savent que ça a de la valeur et qui le vendent cher, et en même temps, tu vas à Emmaüs, t'en trouves à 1 €. Donc il y a un peu à boire et à manger. Mais je pense que le problème du Laserdisc, c'est finalement ça n'a pas vraiment pris en France. Et du coup, chez nous, on a eu pratiquement que des films de studio, des films mainstream. En gros, il y avait Les Armes Fatales chez Warner, Les Retours vers le futur chez Universal. Mais finalement, par exemple, dans les films d'horreur un peu obscurs, tous les gens qui ont eu un Laserdisc se fournissaient en import, sans option francophone. Mais ça sortait pas en France. Il n'y avait pas Evil Dead ou Massacre à la tronçonneuse en France. Je viens de me rappeler aussi un truc, parce qu'on était en train de parler de découvrir des films, parce que bon, il y a le fait d'avoir le vidéoclub, mais moi je m'en rappelle, en fait on les torchait les vidéoclubs. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui était intéressant. Dans la ville où on était, déjà, il y avait 3 vidéoclubs. Chacun avait son nom, mais chacun avait ses spécialités. Donc déjà, on va dire que nous, quand on en avait torché un,
On n'y allait plus trop souvent, on passait à autre chose. Et puis après, on a fait un petit peu comme Freddy Krueger, c'est-à-dire que dans les Freddy, dans les Nightmare on Elm Street, t'as l'impression que Freddy Krueger il se trimballe avec son panneau là, Elm Street, et qu'il pose un peu partout. Donc nous, on faisait un petit peu ça. Voilà, on a un petit peu dévié, on a été pioché à droite à gauche. Et je sais que Peterson, lui, il a fait un truc encore plus fou, c'est-à-dire qu'on était des lecteurs de Mad Movies à l'époque, parce que ça participe aussi à cette culture VHS, à cette culture aussi. C'est-à-dire que là aussi, je me permets une petite parenthèse, c'est que oui, l'amateur de films de genre, parce qu'on va recentrer, c'est pas juste amateur de films, c'est amateur de films de genre, lit aussi. Voilà, il va se tenir au courant. Donc la presse avait son rôle à jouer, Mad Movies avait son rôle à jouer, Impact avait son rôle à jouer, l'écran fantastique, même si, bon, désolé, c'était moins immédiat que Mad, avait son rôle à jouer aussi. Et c'est vrai que Peterson, lui, il a fait un truc qui était un petit peu plus fou. C'est-à-dire qu'il avait contacté un mec via les petites annonces de Mad, il me semble, pour récupérer des films obscurs. Oui, qui finalement s'est retrouvé être un pédophile. Non, je déconne. Non, et c'est ce monsieur qui a donné d'ailleurs le nom à une célèbre rubrique du magazine, de Nod Magazine, très connu avec ses 3 lecteurs, qui est le vieux détective. C'est comme ça qu'on l'appelait. En fait, on correspondait par courrier. Moi, autant ce gars-là, il avait mon âge et il avait juste la chance d'habiter à Paris au lieu d'être en province. Et en gros, c'est un gars qui pouvait soi-disant tout trouver. Quand on cherchait un film qu'on ne pouvait pas avoir, je lui envoyais un courrier avec le titre du film. En règle générale, il me recontactait 3 mois plus tard, il me disait « Je l'ai, c'est 200 francs ». Oui, en effet, c'était un Parisien qui devait les acheter dans les vidéoclubs ou des trucs comme ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on cherchait un film et qui n'était pas dans notre vidéoclub, on était baisés. Il n'y avait pas Internet. Faut pas oublier aussi qu'on parle là d'une époque, on est déjà dans le milieu des années 90, et que les films qui étaient édités au début des années 80 n'étaient plus forcément trouvables par des moyens légaux parce qu'ils étaient épuisés, comme ça arrive encore maintenant. Non, mais c'est une anecdote que je trouve géniale, quoi. C'est-à-dire que il y avait aussi à cette période quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui, une espèce de transmission, et le fait aussi d'appartenir. Voilà, ça c'est important aussi, d'appartenir à une espèce de club où tu connais pas les membres en fait, mais une sorte d'appartenance à une espèce de team cinéma de genre, voilà, où genre on retrouve un petit peu ça dans la musique extrême. Voilà, toi t'écoutes du métal, t'es un vrai, voilà. On avait l'impression, il y avait une sorte d'appartenance et en fait on peut le dire, on était des acteurs à un certain niveau de la contre-culture. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça de la sous-culture ou de la culture tout court, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était de la contre-culture. On va remettre les choses en place. Voilà, on vient de vous expliquer qu'on était en train de dupliquer des films, et ces films-là, c'était pas le dernier Besson, hein, c'était du Massacre à tronçonneuse, c'était des trucs obscurs, et c'était une grosse inquiétude de la part de nos parents. Voilà. Donc, on était vraiment dans la contre-culture, dans tout ce que ça implique. Et c'est pour ça aussi que cette espèce de revival qu'on a aujourd'hui sur les années 80, qui sont faits par des réalisateurs qui ont grandi dans les années 80, tous ces codes qui sont de la contre-culture n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout le monde, c'est normal que, par exemple, dans le dernier Avenger, Captain America soit un ninja. C'est tout à fait normal. À notre époque, ça aurait été un film qui serait appelé « Il est Captain et il est ninja ». Captain Ninja. Voilà, c'était vraiment de la sous-culture. Aujourd'hui, tout est normal. C'est-à-dire, regarder un film d'horreur, écouter de la musique extrême, il n'y a rien de choquant. Alors que nous, à l'époque, c'était choquant. Donc ça allait avec la culture de vidéoclub. Ce qu'il faut savoir aussi dans cette culture de vidéoclub, c'est que il y avait une organisation en termes d'espace dans le vidéoclub. Donc c'est-à-dire que les films que nous, on allait louer, au final, étaient plus vers le fond, et ils étaient coincés entre, au final, quoi, les comédies, ce genre de choses, entre les comédies, les drames, et le film porno. Donc c'est-à-dire que nous, quand on faisait la démarche d'aller chercher un film d'horreur, on faisait la démarche de s'enfoncer dans un endroit qui menait vers une salle qui était dédiée au porno. Donc voilà, donc il y avait vraiment ce côté obscur de dénicher aussi, et un petit peu dangereux, parce que c'était ça un peu, voilà. C'était le côté dangereux. Je sais pas ce que t'en penses, Peterson. Je te vois avec tes yeux me regarder depuis tout à l'heure, là. C'est juste comme si Internet était une pièce un peu moite. Donc voilà, il y avait ce côté-là que voilà, c'est pour ça que c'était bien de revenir un petit peu sur les vidéoclubs, parce que alors oui, il y a plein de podcasteurs qui parlent de vidéoclubs aujourd'hui, donc chacun a son témoignage et je pense que ça peut être complémentaire les uns des autres. C'est pour ça que nous on se permet aujourd'hui, hormis défendre ce support physique, mais c'est aussi d'en parler avec amour.
Ouais, je pense que si on n'avait pas connu ça, on en serait peut-être pas là, à différents niveaux, personnels ou professionnels. Donc ouais, moi le vidéoclub, la VHS, voilà, même si c'était un support de diffusion de merde, je suis toujours très content de manipuler une de mes VHS. Je la regarde toujours avec, voilà, je prenais l'exemple la dernière fois quand j'en parlais dans le podcast sur Maniac. Ouais, j'ai toujours ma VHS de Maniac et je suis content de l'avoir. Ouais, je suis content de l'avoir. Je m'en débarrasserai pas en fait. Voilà, côté sentimental. Pour un film glauque quand même, hein. Ça faut le dire en passant. Donc on a parlé de ces vidéoclubs, on a parlé de ces VHS, de contacter des pédophiles pour se faire envoyer des vidéos. Donc aux plus jeunes qui nous écoutent, il faut pas faire ça. De toute manière, on peut plus envoyer de vidéos. Donc ne contactez pas des pédophiles pour qu'ils vous envoient des vidéos, c'est mal. Du coup, on a parlé du laserdisc. On va embrayer sur, on va dire, l'explosion du marché finalement de la vidéo. Qui est le DVD. Le DVD, c'est vraiment de la merde. C'est ce que je me suis dit quand ça arrivait. Franchement, c'était l'angoisse totale. J'étais arrivé à avoir à peu près 800 VHS, et c'était un peu une espèce de promesse de tout devoir refaire du début. Et pourtant, ça a été très vite le support star, hein, et aujourd'hui, je pense qu'il est totalement indépassé. Le Blu-ray n'a jamais réussi à le niquer, entre guillemets. C'est vraiment le support populaire. Ça a été le premier support cinéphile, parce que le DVD, c'était des films qu'on achetait. C'était pas là pour enregistrer Les Feux de l'amour pour ta mère, même si c'est arrivé après, le DVD enregistreur, on l'oublie. Mais c'est surtout le support qui a mis les studios d'accord. Parce que là, c'était la fin de la piraterie. C'était vraiment... ils nous vendaient directement leurs films. Alors le premier qui est rentré dedans, ça a été Warner. Warner a quand même déballé très très vite son début de catalogue. Là, on est en 98 du coup. Alors le DVD c'est resté cher à peu près 2-3 ans et c'est très très vite devenu assez correct. Au début les films étaient encore, on commençait à 30 € et au bout de 3 ans, ça y est, dans les centres commerciaux, on commençait à trouver les premiers titres à 7 € assez facilement. Ouais, je me rappelle que sur cette période, je crois que c'était le même connard hein, qui avait le laserdisc, qui a eu le DVD juste après. Et je me rappelle, non mais connard c'est affectueux hein, quand même, hein, on est, voilà, c'est compris, hein, comme on est à 7ème dimension, on est un peu vulgaire, mais c'est beaucoup d'amour en fait, hein, c'est pas de la vulgarité. Hein. Donc oui, tout ça pour dire que je me rappelle que ouais, il était en colère, hein, le Peterson là. Et puis il m'avait dit une phrase à l'époque, il m'avait dit, qui a résonné, qui résonne encore aujourd'hui. Il dit ouais, je passerai au DVD quand il y aura Maniac. Eh ben mon pote, parle-nous-en, tiens. Quand il y aura Maniac et Ghoulies 3. C'était une manière de dire que quelque part, le DVD, c'était parti pour puer comme le laserdisc. Ça semblait être le bon support pour ressortir encore une fois L'Arme Fatale et Retour vers le futur. Et finalement, ça a été assez vite. Bon, déjà, il y a eu un éditeur qui compte beaucoup pour moi, le petit Opening, qui aimait sortir ses DVD pas chers dans les bureaux de tabac et qui a sorti tout et n'importe quoi. Et au bout de 3 ans, Ghoulies 3 était là. Et puis, oui, comme je disais, très vite, c'est devenu bon marché et c'est devenu dingue. Moi, je me rappelle, au début, j'allais faire mes courses au Auchan pour acheter des pâtes et puis hop, je revenais avec Vidéodrome, L'Emprise des Ténèbres, Le Sous-sol de la peur, en une seule course, sans savoir que c'était sorti parce que encore une fois, Internet n'était pas encore tout à fait au top et on était surpris par les sorties. On ne savait pas encore qu'elles allaient nous arriver dans la gueule. C'était quand même assez génial. Mais c'est vrai, voilà. Il y a ce côté complètement fou et autant vous dire que, ouais, au final, après, quand il faisait ses courses, il revenait même plus avec à bouffer, quoi. Voilà. Il prenait le budget bouffe pour acheter des DVD. Mais pourquoi aussi ce support-là, il a explosé? Pour la simple et bonne raison que, contrairement à la VHS, hormis le côté numérique, image beaucoup plus nickel et en termes de conservation beaucoup plus stable, voilà, parce que ça amenait une stabilité en termes d'image, c'est surtout que ça permettait en fait d'avoir du contenu supplémentaire.
ce qui n'existait pas en fait sur la VHS. Je sais qu'il y en a eu sur des fins de VHS, mais c'était complètement débile. Tu voulais avoir accès au making-of, fallait aller à la fin du film. Donc voilà, c'était le bon plan pour niquer et flinguer ta bande. Mais du coup, le DVD amenait du contenu supplémentaire, ce qu'on a appelé rapidement des bonus. Voilà. Et c'est vrai que toutes les infos en tant que cinéphile, voilà, parce qu'on va le dire, cinéphile, voilà, parce que des gens de notre génération, on va le dire, ont été appelés des geeks après. Mais les geeks, c'était pas ça. On était des cinéphiles. Voilà, je tiens à le remettre. Alors, je dis pas que geek c'est mal, mais souvent on appelle geek et nerd un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Donc à l'époque, ceux qui étaient des geeks, c'était jeux vidéo, informatique, etc. Et du coup, on a vite ramené en fait le cinéphile en tant que geek, alors que le cinéphile ne collectionne pas, par exemple, des figurines. Voilà. Donc, mais ça peut aller avec. Voilà. Donc c'était bien de remettre un petit peu ça dans le contexte, mais du coup, ce côté bonus. Voilà, on glanait des infos dans des magazines spécialisés, et là on avait directement une info éditoriale qui était carrément la voix du réalisateur. Voilà, on pouvait voir le réalisateur nous parler, montrer des images de tournage. On avait le directeur de la photo qui est, à l'époque, on ne sait pas ce que c'est un directeur de la photo. Voilà, si tu le vois pas dans les bonus, tu sais pas qu'est-ce que c'est qu'un directeur de la photo. Donc il y aura le monteur, le directeur de la photo, les acteurs. Alors souvent, je pense que Peterson il me rejoindra là-dessus, même s'il est à côté de moi. Bon, les interviews des acteurs, on s'en fout un peu, quoi. Voilà, parce qu'un acteur, voilà, il va te dire que le film dans lequel il a joué, il était génial et que tout le monde est génial. Mais voilà, on avait des super bonus, et on avait des trucs sur les effets spéciaux, on avait des modules, voilà, des bandes annonces. Voilà, on commençait à avoir des galettes assez complètes, ce qui fait que, ouais, ce film-là, en termes de vérif, on avait quand même un objet qui était valable. Bon, on peut même dire que ça a été le début justement de ces fameuses éditions collector, hein. On se souvient tous des doubles DVD blindés de bonus qui commençaient justement à creuser l'écart avec les films de studio simples où il y avait juste la bande-annonce et basta. On se rappelle tous un peu amusés de Warner Bros qui vendait le chapitrage comme un bonus. Les filmographies déroulantes. Oui, les notes de production aussi, ça c'était pas mal. Et le nombre de langues disponibles qu'on affichait bien crânement sur l'affiche, avec les petits drapeaux. C'est le début de ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'édition collector, ce qui est maintenant un peu l'aboutissement, maintenant que le support physique est devenu une niche. Ça commence même maintenant, et en même temps, c'est aussi le début de la fin. Parce que très vite, le DVD, comme je l'ai dit, est devenu pas cher du tout, mais c'est allé de mal en pis. Et là, on commence à arriver au milieu des années 2000, à cette période Cdiscount, où on commence à acheter des films MGM pour 1 €. Et je pense que c'est un peu le début de la fin de ce support physique-là, qui essaie de lutter à l'époque contre, malheureusement, Internet, le vrai piratage bien pire que celui de la VHS. Il y a aussi dans cette période-là, en fait, il y a deux phénomènes qui se développent avec le DVD, et on va en parler. On a l'émergence déjà du direct-to-vidéo, du DTV, donc de films produits spécifiquement pour ce support. Donc j'en ai déjà parlé du coup dans le précédent Welcome to the Streaming dédié à Balles Perdues, de ces films qui permettent de minimiser les risques et de capitaliser sur une franchise existante, par exemple. Voilà. Donc il y a ce développement du DTV, et je pense que Peterson y répondra aussi à cette deuxième partie. Et c'est aussi l'émergence d'éditeurs. On va parler des éditeurs hexagonaux spécialisés du coup dans ces coffrets collector, comme par exemple, j'en parle avec émotion, j'en ai le poil hérissé sur les avant-bras par exemple, qui est Neo Publishing. Donc est-ce que tu peux nous parler déjà dans un premier temps du DTV, parce que tu es le spécialiste des Welcome to the 90s, et ensuite nous embrayer quelques mots sur Neo Publishing. Alors pour moi, le DVD, c'est pas vraiment la naissance du DVD, c'est plutôt du DTV, excusez-moi, c'est plutôt la naissance du mauvais DTV. Parce que le DTV, en fait, c'est un phénomène qui est arrivé dès la fin des années 80 avec la VHS, sont surtout engouffrés dedans des gens comme Roger Corman ou Charles Band. Et avec justement l'invasion du DVD dans les années 2000, le problème c'est que les DTV ont commencé à être faits même par les studios. On a commencé à avoir des suites dégueulasses, de films qui étaient eux-mêmes dégueulasses, comme La Prison de Verre, Track sur Internet. Qui a envie de voir Track sur Internet 2 sans Sandra Bullock? C'est déjà chaud de voir l'original avec Sandra Bullock. Dirty Dancing 2, avec que des acteurs pas connus. Voilà, c'est le début du TV, et finalement, c'est un peu Netflix en Netflix.
on commence à créer du contenu pour ce support-là, bien avant que la VOD existe, comme quoi rien n'est inédit, rien n'est nouveau finalement. Et du coup, je rebondis sur Neo Publishing. Alors je sais que toi, tu étais très 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 fan de Neo Publishing parce que ils ont permis, on va dire, de démocratiser le cinéma italien de genre, en fait, en termes de support. Alors bien entendu, pour certains qui seront plus spécialisés dans un autre type de cinéma, je pense notamment au cinéma asiatique, donc tu as beaucoup Christophe Gans qui a aussi milité avec HK Vidéo, si je dis pas de bêtises, pour, on va dire, pour participer à une émergence du cinéma hongkongais du coup en France, mais enfin on va dire sur le support physique, mais nous on va plus se consacrer à quelque chose qui nous est plus proche, c'est pas qu'on n'aime pas le cinéma hongkongais, mais on va dire que ça nous parle un peu moins, mais on est plus giallo et plus cinéma italien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Neo Publishing ? Ouais, Neo Publishing, c'était quand même une très belle boîte. L'émergence était assez rigolote finalement. Ils ont commencé un peu comme Opening sortait ses films. Les premiers titres sont sortis dans les bureaux de tabac, avec des copies pas terribles, pas trop de bonus, mais des titres marquants. Ils ont sorti une première fois donc Frayeur et l'au-delà, que Neo Publishing a sorti au moins finalement 3 fois, avec plusieurs déclinaisons d'édition collector, tout ça. Il y a eu aussi la première copie du Retour des Morts Vivants, avec La Nuit des Morts Vivants couplée. Donc ils ont démarré petits, sur des masters qui n'étaient pas terribles, mais sur des films assez importants. Et très vite, ils sont devenus les spécialistes du bis italien. Je pense qu'ils nous ont tous ramené les films de cannibales dans les années 2000. La magnifique collection Giallo aussi, et quelque chose qui les a un peu perdus, eux aussi se sont mis dans le DTV, et ça a été un peu le maillon faible, le maillon qui marchait pas pour cette boîte. Mais voilà, Neo Publishing finalement c'était un peu l'ancêtre du chat qui fume, mais il y a quelque chose je pense qui n'existe plus aujourd'hui, c'est que le DVD parce que c'était un support qui marchait très très bien, il y avait aussi des éditions qui n'étaient pas forcément de qualité, mais qui marchaient en quantité. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus, par exemple, aujourd'hui avec le Blu-ray. On n'a plus d'éditeurs comme, je parlais déjà d'Opening, mais aussi comme Fravidis, qui finalement arrivaient à nous détrousser des petits films dans des qualités certes moyennes, et qui nous ont permis de les revoir, des films qui étaient introuvables en VHS, et que finalement on trouvait à 1 €, qui coûtent aujourd'hui 20 centimes dans les cash converters. Sans parler des nombreux éditeurs belges comme Essie. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans cette édition collector. On aime se moquer de ces éditeurs-là. Mais à cette époque-là, c'est eux qui sortaient les films que sort maintenant le chat qui fume. Moi, La Nuit de la Mort, c'est un film que j'ai découvert dans sa qualité si dégueulasse. Et je suis bien content de l'avoir découvert quand même comme ça à l'époque. Et c'était aussi ça le DVD. C'est ce mouvement vraiment populaire a fait que même si on n'avait pas toujours une très grande qualité, on a pu vraiment amasser pendant cette période. Ouais, je pense aussi à un autre phénomène. Je vois par exemple, tout à l'heure je parlais de Mad Movies, mais c'est aussi à cette époque-là que Mad Movies commence à éditer sa revue avec un DVD. Voilà, ils commencent à faire. Alors c'est pas. Alors je sais qu'ils ont packagé en fait les films. C'est pas eux qui ont été responsables de l'édition, mais c'est vrai qu'un canard comme Mad Movies commence à proposer avec sa sortie mensuelle un film représentatif en fait de l'esprit de la revue, même si c'était, je pense que tu seras d'accord avec moi, pas forcément le cas tout le temps, et ils ont conservé un peu ce côté-là à fournir. Alors je pense qu'ils sont un petit peu à la ramasse aujourd'hui parce que du coup ils restent cantonné à du DVD, je pense qu'ils ont un train de retard, mais c'était aussi un phénomène qui était assez cool au départ. Moi je m'en rappelle parce que avec Peterson déjà, quand ils avaient lancé une collection VHS Mad Movies en partenariat avec TF1 Vidéo à l'époque, ils avaient produit une bande-annonce qui était d'un Z, tu sais, avec un vaisseau spatial où il y avait marqué Mad Movies, voilà votre magazine de cinéma, blablabla. Donc du coup voilà, forcément quand ils ont sorti du DVD, on a été preneur. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette initiative ? L'initiative était très très bonne à la base. Encore une fois, oui, c'était pas eux qui l'éditaient. On y revient toujours, mais les premiers titres, c'était encore une fois Opening. Donc Jean-François Davy, pour les vieux de la VHS, c'était le gars qui avait fait Fil à Film. Et vraiment, les débuts étaient vraiment pertinents. Il y avait du Hammer Film, ce qui est quand même un peu finalement la naissance de Mad Movies.
Il y a eu pas mal aussi de films de House Exploitation, donc les films australiens des années 80. On se souvient de Patrick, tout ça, Razorback, le survivant d'un monde parallèle. Au début, c'était vraiment bien, surtout que dans le sens qu'on avait l'impression, je ne sais pas si c'était le cas, mais que le film sortait grâce à eux. Alors qu'aujourd'hui, finalement, ils sortent en DVD un film qui, en règle générale, va sortir parallèlement dans le commerce en Blu-ray, donc c'est un peu moins pertinent. Mais bon, ça c'est le marché. Mais au début, c'était vraiment canon, ouais. Donc assez rapidement, parce que c'est aussi, on l'a vu, hein, avec le DVD est arrivé aussi cette espèce de culture de moi j'ai le plus gros écran que le voisin. Donc très rapidement en fait les écrans se développent. On abandonne les tubes cathodiques. C'est d'ailleurs dommage hein, parce que le tube cathodique c'était une arme de prédilection, objet contondant à jeter sur on va dire sur un boogeyman, ça faisait mal, voilà, notamment dans le premier Scream. Alors que un LCD, je sais pas si vous avez déjà essayé, ça fait moins mal. Donc voilà, enfin on jette pas souvent son LCD sur des gens, mais globalement si vous prenez votre LCD sur votre pied, vous conservez votre pied. Tube cathodique, vous allez à l'hôpital. C'était souvent ce qui se passait généralement. Donc alors globalement les écrans se développent, sont beaucoup plus gros et arrive rapidement cette volonté de passer à la haute définition et le Blu-ray était déjà là quoi. Voilà, le support était déjà là. C'est des normes de compression, on va rentrer dans le technique, hein. Le DVD c'était du MPEG-2 donc on avait déjà le codec, hein. Il y avait juste à l'améliorer, donc on avait déjà en fait ces lecteurs optiques et c'est vrai que là je parle de lecteur optique et ça a été un peu la guéguerre des supports à ce moment-là sur la HD parce qu'on en avait deux. Voilà. Nous, en tant que consommateurs, en tant que cinéphiles, on en voulait un, on n'en voulait pas deux. Voilà, déjà, voilà. Moi déjà, cette espèce de guerre de support, elle m'a pas plu. Ça m'a fait y aller à reculons, en fait. Voilà. Donc, d'un côté, on avait le HD DVD qui était clairement estampillé comme étant rouge. Voilà, c'était comme ça. Alors, petite notion technique, pourquoi c'était rouge ? Parce qu'en fait, finalement, c'était moins onéreux que le Blu-ray parce que ça exploitait la même technologie que le DVD. Voilà, c'était un rayon rouge, voilà, avec une lentille. C'était la même longueur d'onde, donc on gravait plus finement sur le disque. C'était le disque qu'on changeait et pas forcément, en fait, la lentille. Alors que le Blu-ray, d'où son nom, en fait, rayon bleu, voilà, lui était un autre type de gravure avec une longueur d'onde plus élevée. Et là, on changeait, la lentille et le disque. Donc forcément, plus onéreux. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait cette guerre parce que Blu-ray c'était Sony et HD DVD, on va dire que ça a été estampillé Microsoft. C'était aussi l'époque des consoles. Donc d'un côté, on avait la Xbox, de l'autre, on avait la PlayStation. Voilà, c'était à peu près ça l'idée, quoi. Et c'est vrai que il y a des films qui sont retrouvés à cette époque-là, je me rappelle, entre deux feux. Notamment un film très apprécié ici même à 7ème dimension, qui est le Miami Vice de Michael Mann, qui était disponible en Director's Cut, si je me souviens bien, en DVD, donc ça normal, et en HD DVD. Et pas en Blu-ray à ce moment-là. Il est arrivé après, hein, bien entendu. Donc voilà, au début, voilà, le Blu-ray, ça inspirait pas confiance. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Peterson, de cette période-là. Oui, le problème, c'est qu'il y avait une guerre qui n'était pas tranchée, donc la moitié des grosses majors avaient choisi le HD DVD et l'autre moitié avait choisi le Blu-ray. Sauf, bien sûr, encore une fois, Warner qui a sorti ses films sur les deux supports à ce moment-là. Et donc, oui, à part, j'ai envie de dire, les gros bourges qui avaient déjà le Laserdisc, personne à ce moment-là ne tranchait, n'a pris le risque de savoir, d'acheter, j'ai envie de dire, avant de savoir qui gagnerait la guerre. Donc ça a été un peu le problème du HD DVD. Et c'est vrai que au démarrage, ouais, on y a été avec précaution. Et je pense que c'est un peu le même cas de figure qu'on a aujourd'hui avec le Blu-ray 4K. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que généralement, moi, les premiers Blu-ray que j'ai eus, soit c'était des espèces de combos, soit on me les offrait, ou enfin voilà, j'avais pas à les acheter directement. Donc j'ai commencé à en accumuler sans le vouloir en fait. Et il y a une espèce de phase de transition. Donc c'est-à-dire que c'était à se poser la question, moi je m'en rappelle, hein, je me posais la question, est-ce que ça vaut le coup que je troque, parce que c'est ça, hein, que je remplace cette somptueuse édition que j'ai en DVD pour cette version sans bonus qui est en Blu-ray dans une jaquette moche. Voilà. Et dans un petit boîtier bleu qui, au début, voilà, aujourd'hui, le boîtier bleu, limite, je le regrette même quand j'ai des gros coffrets collector Blu-ray. J'aime bien avoir mes boîtiers bleus alignés comme ça. Voilà, ça n'a pas d'âme, mais il y a une espèce de volume et de concentration qui me plaît,
qui rappelle un peu la folie du cinéphile. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, ce boîtier bleu, putain, je savais pas quoi en foutre. Ça n'a pas la même taille qu'un DVD. Ouais, ça faisait tâche. Voilà, ça faisait tâche. Et vraiment, le Blu-ray, limite, c'était un truc de vendeur de Fnac. Voilà, je le voyais comme ça. Le mec, il essayait de te refourguer un caisson de basse avec un grand écran. Voilà, il y avait le lecteur Blu-ray qui arrivait avec. Et au final, c'est ce qui s'est passé avec le démarrage du Blu-ray 4K. C'est un peu la même histoire, quoi. Donc, début assez difficile. Et puis, bizarrement, en fait, ils ont capitalisé d'un coup. Mais c'est pas les grands distributeurs qui ont capitalisé là-dessus. C'est-à-dire que aux États-Unis, on commençait à se développer des boîtes. Voilà. Elle restait déjà là pour le DVD, existante dans le support. Ils ont commencé à investir le Blu-ray et à proposer en fait un objet complet. C'est-à-dire qu'ils ont défoncé un petit peu le packaging bleu là, du Blu-ray pour aller proposer en fait de somptueux écrins. C'est comme ça que je les appelle souvent quand je les traite dans la vérif. De somptueux écrins où sont placés les disques à l'intérieur. Et donc du coup, on oublie ce côté bleu et en fait, on retrouve l'objet physique en fait, mais dans un master, parce que voilà, dans une copie haute définition, et qui là pour le coup, qu'on n'avait pas vu. Voilà, c'est ça surtout en fait. Il y a eu un gap entre le DVD et la VHS, mais je pense que, enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, pour certains films il y a eu un plus gros gap, une plus grosse étape qui a été franchie, un plus gros palier entre le Blu-ray et le DVD pour certains films. Enfin, en tout cas moi je le vois comme ça, et ça a commencé aux États-Unis. Donc il y a eu la boîte, j'en parlais la dernière fois quand je parlais de Maniac, la boîte Blue Underground de Bill Lustig, mais il y a pas que Blue Underground si je dis pas de bêtises. En effet, comme tu disais, le Blu-ray à la base, ça sentait un peu le truc du vendeur de Fnac. Moi personnellement, j'ai trouvé surtout que c'est le vendeur de la Fnac le vendait mal. Le premier souvenir que j'ai du Blu-ray, c'est à chaque fois cette espèce de Spider-Man qui nous passait en boucle sur une télé mal réglée, qui me faisait ressembler ce film finalement à un jeu PlayStation un peu dégueulasse. Et pour le coup, je pense que beaucoup de cinéphiles se sont posé les questions. Est-ce que moi, si j'achète en Blu-ray mon vieux film de merde, je pense par exemple au Loup-garou de Londres qui venait de sortir, est-ce qu'il va ressembler à un jeu PlayStation tout pourri? Est-ce qu'il va pas ressembler à un épisode de Plus belle la vie? Finalement, ça avait l'air de ultra numériser nos vieux films de péloche. Donc, il y avait ce côté réfractaire au début, qui au final, si tu sais régler ta télé, ça avérait totalement faux, puisque je pense que ça va être dur de faire plus marquant que le Blu-ray. C'est quand même la manière définitive aujourd'hui d'avoir un film. À la rigueur, le 4K est arrivé plus tard, mais n'apporte pas grand-chose de plus, on va dire, pour nos télé grand public. Et en même temps, il y a eu aussi ce début tiède. À la base, encore une fois, c'était un support de studio. C'était une nouvelle manière de nous ressortir encore une fois de plus L'Arme Fatale et Retour vers le futur. Et finalement, pas grand-chose d'autre. Au début du moins. Et en France, c'est passé quelque chose d'assez dégueulasse. C'est que finalement, le Blu-ray arrivait un peu tard, à la fin du support physique. Donc très tôt, finalement, les studios ne se sont plus intéressés à ce support. Alors, on a eu 3 ans où ils nous ont ressorti tous leurs vieux fonds de catalogue avec les beaux boîtiers bleus, comme les amis dit. Et hop, il ne se passait plus grand-chose. Et là, on commençait à émerger chez nous, les petits éditeurs comme Le Chat qui fume ou Ecstasy of Film. Mais au début, finalement, avec des propositions, comme ils démarraient, comme ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, avec des propositions de cinéma européen un peu bis. Et on s'est retrouvé pendant cette période où, en gros, soit on achetait du blockbuster, soit on achetait du film un peu obscur. Et où finalement, ça devenait très compliqué juste de trouver un film comme Prince des Ténèbres en bonne qualité. Et c'est là où, en effet, on arrive, pour te reprendre, sur ces gros Américains. Oui, donc on arrive sur ces périodes-là où voilà, on te fabrique du coup un bel écrin et si t'es pas équipé, alors il me reprendra bientôt, bien entendu, Peterson, il va me dire mais non, c'est Zonol. Zonol, ça veut dire que c'est lisible sur tous les lecteurs, mais de l'extérieur, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Peterson est plus fou que moi dans la collection. Si vous étiez là dans cette pièce
Avec nous, vous en rendriez compte. Voilà, moi, je suis un petit joueur à côté. Voilà. Mais quelque part, voilà, quand je voyais en fait ces écrins américains, ouais, putain, ça faisait chier. Parce que j'avais l'impression que c'était pas de l'atteignable. Pour moi, petit français, voilà. C'était pas possible. Et en plus, alors ça me concerne que moi. Moi, j'ai ce côté aussi. Moi, ça m'emmerde un petit peu d'avoir le film que j'aime bien dans une édition allemande et tout. Voilà. Alors, j'ai rien contre les Allemands, mais ça me fait chier d'avoir la jaquette en allemand. Voilà, moi j'ai un niveau de collection qui est comme ça. Moi, ça m'emmerde d'avoir un truc en italien ou en allemand. Voilà, ça me fait chier. Là, par exemple, dernièrement, Miami Vice, je crois que c'est le film que j'ai 15 fois. Le Director's Cut, voilà, en Blu-ray, voilà, je me le suis pris en italien, ça me fait chier. Voilà, je le regarde, il me regarde, on se regarde tous les deux et il m'emmerde le fait qu'ils soient en italien, quoi. Mais ça concerne que moi, voilà. Et c'est vrai que du coup, de voir émerger des éditeurs francophones, c'est bien parce que je pense qu'en radio il y a un truc comme ça. Là. Il faut 30% de francophonie ou une connerie dans le genre. Donc voilà, là on est plus que 30%. Donc on a des éditeurs francophones qui ont mis les mains un peu dans le cambouis et qui nous ont livré. Alors moi, ce n'est que mon avis personnel, des éditions qui enfoncent les éditions américaines, dans certains cas de figure. Voilà. Moi, il y a des éditions que je trouve complètement canon et je suis bien content de les avoir. Alors, on va peut-être pas les faire dans des ordres chronologiques. Je pense que Peterson remettra un petit peu une couche. Si par exemple je parle d'ESC avant Bach, qui me dira que Bach est arrivé avant ESC, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, clairement, moi, de ce qui ressort aujourd'hui, si je devrais citer une boîte qui fait des écrins de fous furieux, c'est quand même ESC. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, j'ai pu lire sur différents forums des gens énervés de certaines qualités, de certaines copies, etc. Il y a des choses qui sont défendables, mais après, j'ai envie de dire, c'est du pinaillage. Voilà. Comme un fan de Star Wars est capable de vous pinailler sur le dernier épisode de Star Wars et de vous dire que le sable de Tatooine n'est pas le même dans le dernier épisode que dans l'épisode original. Voilà, pour moi, c'est du pinaillage et je vais pas rentrer dans le débat, mais je voulais au moins l'aborder là-dedans. Donc on a un éditeur comme ESC, voilà, je pense que Peterson parlera de date, etc., qui a fait des éditions, elles sont somptueuses. Moi, je pense au coffret Hellraiser. Alors, c'est pas un coffret, on va dire, complet, parce que Hellraiser compte 10 opus, voilà. Et on va dire qu'en étant avec de l'honnêteté intellectuelle et de cinéphile, on va dire que sur les 10, il y en a 5 qui sont bien, voilà. Les 5 autres, on peut globalement dire que c'est dispensable et que c'est de la merde, voilà, globalement. Donc celui-là, ce coffret-là, voilà, il va contenir en fait les 3 d'origine, voilà, qui sont le canon en fait officiel des Hellraiser. Même si le 4, moi je l'aime bien, même s'il est un peu foutraque, mais canon officiel c'est les 3, et on va dire que c'est le canon qui est adoubé un petit peu par Clive Barker parce qu'il est plus ou moins à la prod derrière, ou qu'il reçoit des royalties, ou j'en sais rien, ou c'est accepté. Donc ce coffret-là, voilà, il est beau. Tu le mets dans ta collecte, voilà, en termes de qualité de finition, voilà, il se range bien, c'est un digipack qui s'ouvre, il y a du visuel qui est travaillé, ça vient avec un bouquin, voilà, qui est écrit par Mark Toulek. Alors Mark Toulek, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est quand même une des plumes du Mad Movies, de la période culte de Mad Movies, voilà, qui est un journaliste aguerri, donc il sait de quoi il parle, et le mec te livre un pavé sur toute la saga. T'as 3 opus, il va te parler des 10 opus, il va remettre Clive Barker dans la boucle. Donc là, pour moi, sur le Blu-ray, sur une édition comme ça Blu-ray, il y a une plus-value par rapport au DVD. Donc c'est-à-dire que là, le néophyte, moi je me mets à la place de quelqu'un qui, voilà, par exemple, moi j'ai une ado qui a 13 piges, elle veut se lancer dans Hellraiser, là, voilà, je lui donne, voilà, c'est Noël, voilà, prends-toi un truc, etc. Si elle se prend le coffret Hellraiser, elle découvre tout en même temps. Elle a le bouquin, elle a le digipack, elle a l'objet, et quand tu déroules ça, je veux dire, même les galettes, elles sont soignées en termes de visuel, et tu lances, il y a un soin qui est apporté aussi, voilà, sur ESC. Alors tu me diras si c'était toujours déjà le cas dès le début ou autre, mais j'ai l'impression que de ce que je peux voir dans ce qui communique et du résultat qu'on a final de la galette quand on met dans le lecteur, il y a un travail sur le master, il y a une volonté d'aller récupérer en fait, voilà, un négatif original, travailler sur le négatif original, au moins un fichier qui a été remasterisé à partir du négatif original. Donc il y a une volonté vraiment d'édition mais complète, et on va aller chercher aussi du bonus, voilà, qui était disponible dans les éditions qu'on avait en France, mais aussi outre-Atlantique, en les sous-titrant, etc. Donc on va ramener en fait tous les bonus disponibles de par le monde, et amener aussi des bonus
spécialement produits du coup pour l'occasion, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces éditeurs ont très vite compris qu'il fallait pas se baser sur un marché traditionnels qui sont les Fnac ou les grandes surfaces ou les librairies, c'est-à-dire qu'ils sont allés directement draguer le fan là où il était, c'est-à-dire sur internet, sur les plateformes de crowdfunding. Donc ils ont en fait un système, donc c'est bien de parler de SC comme ça permet de parler des autres aussi qui ont le même fonctionnement aussi. Ils ont un système qui est bien huilé, qui est bien rodé, qui marche en fait avec de la précommande déguisée, voilà, une espèce de crowdfunding qui permet de financer, d'acheter en fait du coup les droits. Donc du coup ils ont un circuit qui est bien rodé. Et ça leur permet ou non de fabriquer du contenu additionnel qui est, alors ça c'est mon opinion, qui est pas toujours pertinent parce que je le trouve des fois peut-être redondant avec de l'existant. Voilà. Souvent on va faire appel à un journaleux ou à une plume, mais qui va pas forcément amener des à côté sur par exemple un documentaire officiel qui abordait déjà la question. Voilà. Donc, mais c'est présent, il y a une volonté de te fournir jusqu'à plus soif, hein, jusqu'à être gavé, parce que autant avec le DVD, j'ai envie de dire, si on arrivait à 1 heure de bonus, c'était le bout du monde. Voilà, c'était des demi-heures, des choses comme ça. C'était rare les éditions, il y en avait quelques-unes, mais je pense à certains coffrets spécifiques, mais c'était rare les éditions où tu allais au-delà des 2 heures, des 3 heures de bonus. Putain, là on les dépasse allègrement, limite t'as même pas le temps de tout voir. T'as pas le temps de te le goinfrer comme tu faisais avant, et c'est plutôt cool, hein, ça augmente on va dire la durée de vie de l'œuvre que tu viens d'acquérir. Donc il y a toute cette volonté éditoriale qui fait que ouais putain merde, ça défonce. Voilà. Alors oui, hein, c'est un certain investissement. J'ai envie de vous dire, je crois de mémoire, il me semble, Coffret Riser, c'est un peu en dessous des 70 balles, il me semble, les 3. Je parle pas des précos avec des offres, c'est-à-dire moi, j'arrive, je vais sur le site de SC, j'étais pas dans le KissKissBankBank ou le Ulule ou je ne sais quoi d'autre, mais je pense que c'est des trucs entre 60 et 70 balles pour 3 films. Putain, c'est bien, quoi. Voilà, je lis souvent des forumers, là, t'as l'impression qu'ils donnent leur rein pour ce genre de conneries. Faut remettre en perspective, hein. Enfin voilà, si tu commences à fumer des clopes, à être un peu alcoolo et à jouer au loto, bon voilà, et 70 balles tu les as hein, globalement pour investir là-dedans. Donc voilà, moi je faisais un petit point là-dessus. Donc on a ESC, alors il y a du Hellraiser, putain Manhunter, on en parle, cette édition elle est canon quoi, voilà, avec le livre de Toulek, voilà. Même les menus animés ils sont cool avec la zig, enfin voilà, ça fait plaisir. Il y a vraiment un travail qui est soigné. Le Cabal aussi, voilà, ben, on va rejoindre Manhunter et Cabal. Manhunter, il y a une version Director's Cut. Bon, 4 minutes, j'en avais parlé dans la vérif, 4 minutes, bon ça change pas la vie, mais c'est bien de l'avoir. Voilà, c'est des légendes urbaines aussi, ce genre de choses. Voilà, il y a une version Director's Cut de Manhunter. Alors souvent les gens ont râlé parce qu'elle est peut-être pas retravaillée pareil, mais il faut voir aussi que les sources ne proviennent pas du même endroit, souvent des copies de travail, des choses un peu dégueulasses. Donc j'ai envie de te dire, la vraie version de Manhunter, c'est celle qui est sortie en salle, enfin, dans ce cas de figure, donc voilà, c'est juste un complément. On parle aussi, voilà, ces éditeurs-là, ils ont permis notamment de voir des légendes urbaines, la version longue de Cabal, cette espèce de version longue de Cabal. C'est pas rien quand même. Moi, Cabal, je me suis éclaté. T'as un documentaire qui, il me semble, qui avait été autofinancé voilà, par des fans américains, par les membres de l'équipe. T'as le docu, t'as l'écran qui est bien. Du coup, t'as cette version Director's Cut que t'avais pas vue et qui du coup embellit le film. Donc il y a vraiment une plus-value qu'il n'y avait pas sur le DVD. Donc moi je viens de lâcher un peu d'amour sur ESC Distribution. Donc du coup, je vais passer le relais à Peterson qui va peut-être rentrer un peu plus dans le cas de figure en disant voilà, le chat a commencé avec Deadly Spawn ou des choses comme ça, ou d'autres éditeurs. ESC sont pas les premiers à avoir fait ça, donc les débuts, oui c'est vrai, ça vient des États-Unis, ça vient en fait du vrai début de la fin du support physique, de ce qu'on a cru être sa première mort, c'est-à-dire les studios n'ont plus rien à foutre, c'est plus rentable pour eux de sortir leurs films en Blu-ray. Ils s'en désintéressent totalement. Et là commencent à arriver des indépendants, donc tout ce qui est Shoot Factory, Kino Lobster, et qui, eux, vont commencer à racheter les anciens films de studio, parfois certains titres qui étaient même déjà sortis sur support Blu-ray par le studio lui-même, mais qui va commencer à créer ce début, à se concentrer en fait sur la niche, sur le vrai collectionneur, et à plus juste fournir... ce master HD dégueulasse qui avait été fait pour la télé à la base et l'offrir avec la bande-annonce, mais à créer du vrai collector.
C'est ça en fait, finalement, cette première mort du support physique a été une renaissance pour nous, pour la niche, pour les vrais collectionneurs, de films qui seront plus jamais vendus à Leclerc, pour la ménagère qui va l'acheter par accident en achetant des pâtes. Ça n'existe plus, ce mode de commerce-là n'existe plus. On peut le regretter financièrement, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on peut avoir une nostalgie d'acheter 30 films pour 30 € sur Cdiscount. Mais bon, aujourd'hui, pour 30 €, on a un film, et souvent, dans quelle édition, quoi. Voilà, et finalement, en France, l'espoir va naître, ce nouvel espoir, un peu comme un Star Wars, va naître grâce, comme je l'avais dit tout à l'heure, à Ecstasy of Film et au Chat qui fume, donc le Chat qui fume qui était déjà là pour le DVD, mais qui va commencer avec le Blu-ray avec Le Venin de la Peur, je pense, en premier titre. Et Ecstasy of Film qui lui aussi est arrivé par le DVD, mais un peu plus tard, vers la fin du DVD, et qui va rentrer dedans, je crois, avec Torso. Voilà, donc ça c'est les débuts du cinéma de niche en France finalement. Ça va être, comme je disais, des choses pas chères pour pouvoir se le permettre, essayer. Ça va être du cinéma bis européen. Et finalement, d'autres éditeurs vont s'engouffrer un peu dans cette vague, dont en effet ESC. ESC, on va dire, c'est vraiment plongé dans ce cinéma des années 80, vidéoclub qu'on aime bien. Finalement, le Chat qui fume va le faire aussi. Il va nous sortir du Retour des Morts Vivants, du Retour des Morts Vivants 3, du Maniac, coincé entre finalement leur envie de sortir aussi du cinéma français, un peu plus compliqué à vendre, mais qu'ils arrivent à vendre, parce que maintenant, le Chat qui fume est devenu un peu une secte finalement. Ils ont vraiment un public très fidèle, et tant mieux pour eux, ils arrivent à sortir des films, je pense, qui seraient insortables chez juste un autre éditeur qui n'est pas capable de communiquer comme eux. Donc ça, c'est à souligner, c'est très cool, mais voilà, d'autres éditeurs se lancent là-dedans, à finalement ressortir tous ces vieux films de studio que parfois, la plupart du temps, on avait déjà en DVD, mais le ressortir de manière très classe. Alors donc, je ne veux pas revenir sur ESC, parce que je pense que Eddie les a globalement plutôt bien branlés, là. Voilà. Donc, des éditions qui sont nées souvent en reprenant les masters des Shoot Factory ou des Arrow en Grande-Bretagne. Enfin, voilà, de pays qui ont plus les moyens que nous, finalement, parce que les États-Unis, c'est 10 fois plus grand. Donc, il y a quand même 10 fois plus de niches. Donc, nous, quand c'est une édition du Chat qui fume, c'est limité à 1000 exemplaires. Ça veut dire que potentiellement, aux États-Unis, ça en vend 10 000. C'est pour ça... Moi, j'aime pas trop les râleurs qui sont tout le temps en train de dire « Oui, les éditions françaises, c'est de la merde, je comprends pas. Ils reprennent que le contenu des Américains. » Ben, on peut pas faire mieux qu'eux. Ils ont 10 fois plus de moyens de sortir ces films-là. Donc, ça sert à quoi de récupérer le film et de refaire un master, finalement? ESC l'a fait à de rares exemples pour Halloween ou pour Zombie, mais c'est sur des gros films où ils estimaient que le master était raté. Mais après, on peut pas à un moment donné reprocher à Backfilm, par exemple, que le premier Amityville est pas terrible. Il y a un moment, c'est pas eux qui ont eux-mêmes restauré Amityville, c'est une copie américaine. Donc il faut arrêter un peu avec ce truc, les éditeurs français, c'est de la merde. Après, il y a quand même les éditeurs aussi qu'on oublie, qui sont beaucoup moins obscurs et qui étaient déjà présents, donc Wildside et Carlotta. Donc Carlotta qui continue toujours à faire de l'excellent boulot, qui est autant là dans le cinéma de genre que dans le cinéma d'auteur, qui garde aussi ce devoir de mémoire. Et ça, c'est aussi important, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup les vrais cinéphiles, les vrais amoureux de classiques nous détestent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile finalement d'avoir un Brian Yuzna restauré en 4K qu'un Orson Welles. C'est important que des boîtes comme Carlotta continuent aussi à faire exister parallèlement. ESC le fait aussi, ce cinéma-là, ce cinéma classique. Mais tu fais bien de dire, parce qu'on va branler un petit peu. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut qu'on les branle un peu chacun à leur tour. Là, on va branler un peu Carlotta, parce que
Ouais, Carlotta, je pense que les éditions, je pense que c'est les plus belles, quoi. C'est-à-dire que même moi, quand je les vois, quand je vois ce qu'ils ont sorti, hein, ils ont sorti quoi, du Joe Dante, je te le dis dans le désordre, hein, du Donnie Darko, etc. Ça vient avec des bouquins, voilà, ça prend de la place. Enfin, voilà, t'as vraiment un objet plus, quoi. Voilà, on est vraiment à une échelle supplémentaire, je pense, en termes d'édition, et forcément, on est à une échelle supplémentaire en termes d'investissement pécunier. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'amateur, on va dire cinéphile de films de genre, s'il avait l'habitude de débourser en VHS et en DVD, bon, le Blu-ray il assassine, hein, quand même. Au bout d'un moment, je pense qu'on arrive à un niveau, on est en train de jongler. Voilà, en termes d'investissement, moi, je vais pas vous le cacher, hein, je suis venu chez Peterson ce week-end, voilà, on va faire de la pub pour un autre éditeur. Voilà, il m'a vanté les mérites de Vice Academy, donc voilà, moi j'étais sur le kiss et j'ai lâché mes 50 boules, hein, voilà. Donc j'ai un bouquin au final, hein, derrière. Mais on en est là, c'est-à-dire que oui. En termes de... Voilà, moi je vais faire un parallèle, hein, qui est un peu de tous les jours. Voilà. Je suis un peu comme Colombo, hein, je parle souvent de ma femme, vous l'avez compris. Moi, ma femme, elle a un budget pour le maquillage, moi j'ai un budget pour les Blu-ray. Voilà. Et on s'organise comme ça, ce qui permet quand même à la fin de payer le loyer, et ça c'est important. Toujours payer le loyer. Puis après on verra. Après on mange des pâtes, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais globalement, voilà, Carlotta, il y a une volonté un peu plus, je pense, autorisante, je pense qu'on pourrait le dire ça, de vouloir aller travailler l'auteur plutôt que le film, alors que chez certains c'est plutôt le film, l'œuvre en elle-même plutôt que l'auteur. Donc là, je pense à The Birds. Voilà, on met en avant Joe Dante. Voilà, on met en avant Joe Dante, comme sur Panic sur Florida Beach. Tu sens le côté auteur et ça va bien en fait avec la politique éditoriale en fait de Carlotta. Et je pense que c'est ce qui est important et c'est comme ça qu'on arrive à les distinguer en fait tous ces éditeurs hexagonaux, c'est que chacun a une politique éditoriale. Voilà, Peterson a parlé du chat qui fume, mais c'est vrai que le chat qui fume aussi. Il est arrivé aussi à un niveau qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que oui, c'est spécialisé dans un certain cinéma terroir, entre guillemets, français, et lui, je les avais entendus chez les confrères de VHS et Canapé, où voilà, il va aller taper carrément le négatif, quoi. Voilà. On arrive à un niveau de spécialisation, faut voir le cheminement du chat qui fume, quoi. Je crois que ça commence avec Deadly Spawn, voilà. Puis voilà, maintenant ça finit à éditer, voilà, de l'œuvre du terror en allant chercher le négatif et en découvrant des choses. Il y a une vraie aventure derrière leur histoire. Moi je sais que certains films qui pourraient éditer qui m'intéressent pas, rien que l'aventure qu'ils ont faite pour aller éditer l'œuvre, ça peut me pousser on revient au côté secte un petit peu, et c'est ça qui est bien. Et c'est ce que je disais un petit peu qu'on pouvait rapprocher dans la musique extrême. Ben ouais, on est comme ces fans à avoir des patchs sur le dos, à aller suivre le groupe en concert, machin. Ouais, il y a vraiment ce côté-là qui est cool d'appartenir, en fait. L'appartenance, je pense que c'est ça aussi, hein, qui est important dans ce support physique et sur ces éditeurs. Mais voilà, on a parlé de The Ecstasy of Films. Voilà, on va donner des titres aussi, parce que c'est important. Voilà, toi, le jeune qui écoute ce podcast, je sais pas pourquoi tu l'écoutes, tu as raison quand même, hein, mais voilà, si tu dois acheter quelque chose chez The Ecstasy of Films, tu as un coffret somptueux, on en parle du Reanimator qu'ils ont sorti quand même, c'est incroyable, ce coffret il est fantastique, hein. Le Punisher, alors voilà, on est à 7ème dimension. Bon, faut savoir que le numéro 0, nous derrière, vous le retournez. Bon, vous l'avez pas le numéro 0, hein. Personne ne l'a à part nous, je pense, hein. Faut peut-être pas le ressortir, c'est bourré de fautes d'orthographe. Mais déjà à l'époque, nous on voue un culte au Punisher avec Dolph Lundgren de Mark Goldblatt, quoi. On voue un culte à ce film-là. Donc voilà, donc quand The Ecstasy of Film fait la démarche de nous faire un fabuleux écrin pour ce film-là, bah oui, tu lâches ton bifton, quoi. Mais il y a d'autres éditeurs. Je pense que Peterson va nous parler d'autres éditeurs. Franchement, celui qui est en train d'émerger et que je trouve vraiment intéressant en ce moment, c'est Rimini. Rimini finalement est un peu comme Carlotta. À la base, ils viennent aussi un peu du cinéma de patrimoine, tout ça. Ils ont sorti leur collection de films fantastiques qui sont vraiment canons. Il y a beaucoup de slashers, de titres vraiment intéressants que je voulais voir depuis très longtemps, qui souvent sont même pas sortis chez nous en DVD. Il y a un vrai désir d'inédit, je trouve. Et pour moi, c'est vraiment la boîte à surveiller, vraiment tout ce qu'ils ont sorti dans l'année. Ça m'a filé un gourdin que aucune autre boîte cette année a réussi à me provoquer. Donc ça, c'est important. Et puis bon, faut aussi penser à d'autres qui sont moins catalogués niche, mais qui continuent à faire vivre les films. Je pense que par exemple, faut penser à Éléphant, qui, bon, même si on a toujours cette image, oui, Éléphant,
c'est quand même, je vais sortir l'intégrale de Arabesque. Mais il faut pas oublier que pour Halloween, ils nous sortent toujours une super cuvée de 4-5 films bien cool. L'année dernière, quand même, Night of the Creep, extra sensu, c'est un film dont on avait besoin. C'est quand même le chaînon manquant entre Le Retour des Morts Vivants et Vampire, vous avez dit Vampire. Il fallait la voir et c'est eux qui l'ont sorti entre 2 coffrets d'Arabesque. C'est très important. Il faut pas aussi oublier... moi j'ai beaucoup de tendresse pour Sidonis, qui est vraiment la boîte pour le cinéphile vieux con, fan d'Eddie Mitchell et de La Dernière Séance, avec leurs 40 000 westerns, mais qui nous sortent toujours en même temps un petit film fantastique sympa, Les Yeux de Laura Mars, La Nuit des Morts Vivants, un petit Life Force, même si beaucoup de gens m'ont reproché à Life Force son encodage ou ces choses-là, j'ai envie de dire revoyez la VHS UGC. Et Backfilm, bien sûr, qui, Backfilm, quand même, revient de très loin. Lui, il est dans le DVD depuis très longtemps. Il faut quand même les féliciter. Ils ont mis à peu près 10 ans pour comprendre qu'on pouvait encoder un film en 16/9. Maintenant, ils sont passés à la HD. C'est plutôt sympa ce qu'ils font en HD. Donc, on peut oublier un peu les erreurs du début de l'édition. Et encore une fois, c'est quand même des films qui, même à l'époque, bien avant que Carlotta soit là, c'est eux qui ont sorti par exemple un film comme The Intruder de Roger Corman. C'était quand même s'ils n'avaient pas forcément les moyens de la qualité, ils ont toujours été là pour la découverte en tout cas. Et maintenant en plus, il y a la qualité. On le voit notamment avec de nombreux films trauma qu'ils ont sortis, je pense au coffret Toxic Avenger, mais aussi d'autres titres unitaires. Et ils ont fait pas mal de Kiss Kiss aussi, hein, donc le coffret Amityville quand même. Si MGM est plus capable de le sortir lui-même, c'était important que le fasse. Toujours chez MGM, Bucaro Banzai aussi. En collector, c'est quand même un film qui manquait, dont on avait besoin. Chez nous, on avait juste un DVD tout pourri sans bonus. Et il y a aussi toute leur collection années 80 avec le vieux catalogue New World, que je pense, à part eux, personne n'aurait jamais sorti. Sinon, ouais, dans les autres éditeurs qui sont intéressants, bon, bien sûr, il y a Artus, qui encore une fois était là pour le DVD, qui a cet esprit un peu néo, le chat, mais encore des fois un peu plus obscur et très drôle, et c'est important de les soutenir. Il y a l'atelier d'images qui eux, sont encore dans cette case entre Rimini, Carlotta, entre genres et en même temps sortie de patrimoine, donc ça c'est très important. Et après, il y a aussi ceux qui communiquent pas du tout. J'aimerais souligner que BQHL a fait quelques sorties qui sont sympas. Alors après, il n'y a pas un gros travail éditorial, mais ils continuent à faire vivre des films de catalogue dont les studios n'ont plus rien à foutre. Et pour moi, avoir par exemple La Maison des Damnés ou L'Emprise ou Terreur à l'Hôpital Central, waouh, c'est quand même classe quoi. Et puis bien sûr, faut quand même penser aussi à ceux qui n'ont jamais rien lâché. Donc Canal Plus au début a pas été très bon dans le Blu-ray. Ils ont quand même sorti des bons masters de feignants qui étaient souvent ceux des DVD. Ils se sont bien rattrapés. Il y a maintenant des éditions collector. Pense à Evil Dead 2 ou Total Recall qui sont ressortis avec beaucoup de soin. Il y a aussi la collection Make My Day avec Jean-Baptiste Toré qui est quand même assez sympa, qui nous a permis de revoir aux Frontières de l'Aube dans des bonnes qualités ou 6 femmes pour l'assassin. Donc ça c'est important. Et voilà, et tous ceux qui lâchent rien, je pense à Metropolitan, à Gaumont aussi. Et voilà, je sais qu'il y a certains qui vont petit à petit arrêter. TF1 Vidéo et M6 Vidéo vont plus ou moins relâcher la pédale. Donc faut penser aussi à ces monstres qu'on croit en place, mais qui pâtissent de tout ça aussi, et qui continuent à sortir des films de genre, de patrimoine, tout le cinéma en fait. Moi j'ai envie de dire, c'est toujours beau quand un film sort, même si c'est un film d'auteur dont j'ai absolument rien à foutre, ça me réconforte que ça sorte. Putain, c'est beau, ça m'a mis la larme à l'œil, tout ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai que ce phénomène dont tu parles de Studio Canal qui était à la ramasse, il y a pas plus tard que quelques jours, là, j'étais en train de ranger ma Blu-ray Tech, hein, parce que quand, je pense que voilà, vous qui êtes cinéphile, vous devez savoir ce dont je parle, c'est-à-dire que on essaye de trouver un rangement, en fait, par catégorie.
Voilà. Il y en a qui font alphabétique, mais je pense que très tôt les gens ont oublié le côté alphabétique, donc on fait par boîte de prod. Et ouais, je me suis retrouvé à me dire que j'avais en fait, ouais, je l'ai eu devant les yeux, je crois que j'avais acheté 3 fois New York 97. Oui, dans tous les masters pourris, avec le dernier qui est bien, de chez Studio Canal, donc c'était assez drôle, hein, donc voilà, de découvrir ça. C'est aussi des choses qui arrivent quand on est fou dans sa passion, dans sa collection, voilà, il nous arrive. Dans une discussion, pas plus tard que tout à l'heure, avec Peterson, on était en train de parler de choses obscures, Drop Zone avec Wesley Snipes, et il se posait la question de est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas. Et avant même de l'acheter une deuxième fois, il s'est rendu compte qu'il l'avait déjà. Mais au regard qu'il me jette en ce moment, je me doute qu'il doit peut-être l'avoir 2 fois quelque part. On ne comptabilise pas la VHS, bien entendu. Donc tout ça pour dire que ouais, les choses sont en place, en tout cas en France aujourd'hui. Donc il y a du choix. On a des éditeurs qui sont là. Et je sais qu'il avait un discours un peu pessimiste sur les mastodontes qui s'en vont. Donc il a eu prononcé la fin du support physique à un moment donné, mais j'ai envie de dire que le 4K est en train de rabattre un peu les cartes. Alors même si il est arrivé un peu comme le Blu-ray, parce qu'on va en parler du 4K, il est arrivé un peu comme le Blu-ray fond de la Fnac. Donc c'est-à-dire moi j'ai toujours décrit ça comme ça un peu. Donc tu rentres dans une Fnac, à peu près c'est comme ça. Tu rentres, tiers état. T'as pas trop d'argent, t'as les DVD en tête de gondole, c'est pas cher. Donc t'es un peu un working boy, t'as un peu d'argent, donc tu peux aller au Blu-ray. Par contre, là t'es vraiment dans le côté, on va dire, clergé. Alors la noblesse, c'est plus vers le fond. Bizarrement, c'était le porno qui était vers le fond dans les vidéoclubs. Et là, c'est le Blu-ray 4K qui remplace le bleu par le gris. Voilà. Et qui maintenant s'est fondu. Voilà. Rapidement, il a regardé un petit peu son petit frère, le Blu-ray. Et il s'est dit qu'il irait bien en complément dans des digipacks en plus, histoire de s'imposer. Donc le Blu-ray 4K est en train de s'imposer, moi je pense durablement. Et j'ai envie de croire. J'ai envie de croire quand même que s'il y a des... Non, je vais pas dire des connards, parce qu'à chaque fois on va dire que je suis vulgaire. Et n'oubliez pas, c'est que de l'amour quand je dis connard. J'ai envie de croire que s'il y a des gens qui achètent des vinyles à connecter en Bluetooth sur des enceintes, il y aura des gens qui achèteront on va dire des lecteurs 4K à connecter sur leurs écrans. Donc je pense que j'ai quand même de l'espoir pour le support physique. Donc là, je vais quand même embrayer, parce qu'on n'a toujours pas répondu à cette question. Pourquoi en fait acheter des films c'est important ? En fait acheter des films c'est important parce que déjà d'une c'est une forme de soutien au genre qu'on aime. Parce que là on parle de cinéma de genre. Donc je vais pas vous dire que j'ai envie de soutenir Joséphine Ange Gardien et que j'ai envie d'avoir tous les épisodes dans toutes les qualités disponibles. Non, j'en ai rien à foutre, donc je soutiens pas. Mais par contre, je vais avoir envie de soutenir mon cinéma de genre et j'ai envie aussi, en le soutenant, d'être libre. Et c'est là où j'embraye en fait. Du coup, avec le streaming, pourquoi acheter des films c'est bien ? Parce que acheter des films, ça me permet de ne pas être à la merci d'une plateforme. Acheter des films, ça me permet d'être libre, de regarder ce film dans l'état actuel où il a été édité, sans qu'un distributeur le retouche derrière. Donc je suis libre de le voir autant de fois que je veux. Je peux le ranger et le re-regarder un an après. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le streaming, c'est que je vais pas vous dire que le streaming c'est de la merde. On pourrait le dire, voilà, ça serait facile. Je vais plutôt vous dire que le streaming c'est une solution de consommation comme une autre. Donc j'ai envie de vous dire pour une série, voilà, pour une série, c'est valable. Voilà, consommer de la série, je suis pas en train de vous dire que la série est moins bien qu'un film. Je suis en train de vous dire que pour certains soap-opéras, pour certaines séries, etc., la consommer de cette manière-là, ouais, c'est agréable. Je prends l'avion, je télécharge le truc sur ma plateforme, etc. Voilà, c'est quand même assez cool. Maintenant, j'ai envie de vous dire, toutes les séries ne sont pas X-Files, toutes les séries ne sont pas Twin Peaks, toutes ces séries, voilà. Il y a des séries qu'on a envie de posséder, et il y a des séries qu'on peut regarder comme ça. Donc ça s'y prête bien. Par contre, là où je vais avoir un putain de problème, et c'est ce que j'avais abordé avec Balle Perdue, c'est qu'à un moment donné, eh ben ouais, ce film-là, je le possède pas, et si je veux le posséder, il va falloir qu'il reste sur la plateforme. Donc ça, c'est pour la création originale. Maintenant, on va parler du catalogue. C'est-à-dire que ce qui est emmerdant à l'heure actuelle aussi, c'est-à-dire que si j'étais cinéphile de streaming, et que je n'ai aucun film physique,
ça veut dire que je suis abonné à toutes les plateformes. Et que si par exemple j'ai ma blonde qui vient me dire tiens ce soir j'aimerais bien regarder, je ne sais pas, Cocktail par exemple avec Tom Cruise, c'est que je suis en train de vous donner une expérience vécue. Et ben je vais écumer toutes ces plateformes et je vais me rendre compte que le film qui était disponible la veille ne l'est plus aujourd'hui. Mais j'ai quand même claqué 15 balles. En fait, c'est un peu l'équivalent pour des vieux comme nous. C'est comme si on allait au vidéoclub, qu'on lâchait notre bifton, que le mec nous avait mis le film de côté, et que quand on se pointe, il nous dit « Bah écoute gamin, je garde ton argent, mais ton film tu l'as pas. » Moi, ça me pose un putain de problème. Donc c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des créations originales sur Prime Video, sur Netflix, mais je paye aussi pour un catalogue, et ce catalogue, alors on va me dire, il y a des raisons de droit, de temps, etc. Ouais, mais j'ai pas une alerte pour me dire, attention, Cocktail, il est disponible pendant 15 jours, faut que tu le regardes en 15 jours, sinon tu meurs. Non, ça me fait chier, ça me met une obligation, ça me met une pression, et je suis pas libre. Voilà, c'est le problème de liberté. Donc ça veut dire que là, j'ai un problème. Et dans le cas de figure de Cocktail, j'ai eu un putain de problème, parce qu'au final, ça a fait marrer Peterson. Au final, j'ai dû l'acheter en DVD très très cher, parce que je me suis rendu compte que je l'avais même pas, et que malgré tous les abonnements que j'avais en plateforme de SVOD, eh ben ça n'était pas disponible. Donc pour moi, déjà, le streaming ne répond pas à ce besoin-là. Donc faut arrêter les conneries. Donc je sais que dernièrement, ils communiquent sur le fait qu'ils rajoutent de la nouvelle vague. Vous savez tout le bien que je pense de la nouvelle vague depuis le dernier podcast. Donc voilà, ils essayent de dire, voilà, on met un peu des films d'auteur. Ils mettent des catégories, ça m'emmerde aussi avec cette histoire d'algorithme. Déjà, à l'époque, le mec du vidéoclub, le tenancier du vidéoclub, alors oui, c'est un discours très macho parce que souvent, moi, il me semble que c'était des mecs qui tenaient les vidéoclubs. Voilà, c'était pas un job très féminin, contrairement à ce que nous font croire certaines comédies où on voit des meufs pulpeuses dans des vidéoclubs qui tiennent des vidéoclubs. Ça n'existait pas, nous, à notre époque. Voilà. Donc, du coup, voilà, le mec du vidéoclub, ses recommandations, enfin, voilà, il en faisait très peu. Où vraiment le mec était un fan. Mais généralement, voilà, il avait classé son rayon, etc. Donc eux te font des recommandations, ça c'est de l'auteur. Faut voir les classements sur les plateformes de streaming, sans déconner. Bordel de merde. On trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que limite, vous pouvez trouver dans Horreur Independence Day. Voilà. Alors c'est peut-être une certaine forme d'horreur pour certains. Donc ça, bon, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, classement de merde. Mais pour recentrer le débat, donc je ne possède pas le film. Et ça me pose un problème. Et l'autre putain de problème, donc je ne suis pas libre. Et ce qui va me poser un problème à l'heure actuelle, donc là je vais raccrocher les wagons avec de l'actualité très récente, c'est que du coup si nous n'achetons pas ce film-là, s'il n'est pas disponible sur un support physique, ça veut dire qu'il est à la merci de cette plateforme. Et cette plateforme, si elle est comme Disney+, ou si elle est comme HBO Max aux États-Unis, elle a des volontés de réformer l'œuvre originelle, ah ben là on est dans la merde. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de Autant en emporte le vent, je suis pas en train de vous faire un discours politique, je m'en fous de la politique qui est derrière, etc. L'œuvre appartient à une époque et à un contexte, d'accord ? Donc aujourd'hui, la plateforme va décider pour toi. Les gens de Twitter, ces gens-là vont décider si tu as le droit de le regarder correctement ou non. Et ça empiète sur ma liberté en tant que cinéphile. C'est-à-dire que ce qu'ils en pensent, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de regarder Autant d'emporte le vent, je me fais mon propre contexte. Je suis un minimum instruit, donc je sais remettre un film dans son contexte. Mais cette plateforme va m'infantiliser et me pré-mâcher l'information. Donc aujourd'hui, quand on voit, parce qu'on va se permettre dans ce podcast aussi de parler d'obscurantisme, nous sommes dans une période obscurantiste, c'est-à-dire que beaucoup de groupuscules, voilà, se permettent de penser à la place des gens, voilà, et se permettent de prendre des décisions. C'est-à-dire que là, il n'y a pas plus tard que l'autre jour, j'ai entendu que Alien 2, maintenant, en plus d'être machiste, il était raciste. Voilà. Donc il va y avoir des questionnements maintenant sur un film comme Alien 2 disponible sur une plateforme de SVOD. Mais heureusement, moi je me félicite d'avoir Alien 2 chez moi. Parce que je suis libre de pouvoir regarder ce film et de ne pas attendre après un révisionnisme. Donc aujourd'hui, voilà. Moi, le danger que je vois avec le streaming, c'est ça. C'est-à-dire que si le support physique disparaît, si aujourd'hui vous ne faites pas l'effort, parce qu'il y a ça aussi, le côté du téléchargement illégal, on a une génération de jeunes aujourd'hui qui croient qu'un film c'est un fichier, que c'est gratuit et que ça se télécharge comme ça. Un film c'est une œuvre. Voilà, un film c'est une œuvre. Donc c'est-à-dire que moi il me semble que quand vous allez chez le boulanger, vous vous servez pas directement les croissants et que vous partez en courant, ça s'appelle du vol. Voilà. Et donc là aujourd'hui, pour eux, un film c'est un truc qui se regarde comme ça. Voilà, ça se télécharge, ça se prend, etc. Et on est à la merci de ça.
On est à la merci de ça. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de support physique, il n'y a plus d'achat. Et seules les plateformes de SVOD, en fait, vont dicter leurs lois sur ce qui doit être regardé ou non. C'est bizarre, hein, parce qu'on se croirait dans un régime fasciste au final, alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc voilà, donc tout ça va me poser un problème. Donc le streaming, ça sera bien, mais en complément. Je vais prendre un autre exemple de streaming. Là, on a parlé de Netflix, Prime, etc. C'est les gros mastodontes. Si on prend une plateforme naissante comme Shadow Z, voilà. Shadow Z, voilà, je pense que c'est une bonne offre qui va évoluer, qui va être en complément d'un support physique. Donc, c'est-à-dire que moi, Shadow Z, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, le catalogue n'est pas assez fourni pour me permettre de découvrir de la nouveauté. Voilà. Mais par contre, il y a peut-être des films, des films d'un Giallo que j'avais pas vu. Je vais le regarder peut-être dans des bonnes conditions. Ça va me donner envie d'aller acheter le film. Voilà. Donc c'est vraiment un complément. Et je pense que les plateformes de streaming, on doit les prendre en fait comme des compléments du support physique. Et je maintiens encore ce discours-là. C'est comme ce que je disais pour Balles perdues, voilà, même si c'est un film qui est disponible sur une plateforme de streaming, si vous tapez dessus, faudra pas se plaindre après qu'il n'y a pas de film de genre en France. Et j'ai envie de vous dire que c'est la même chose pour le support physique. Si vous continuez à donner que votre thune sur du streaming, voilà, à télécharger à regarder des films dans des conditions de merde, de DivX RIP à la con, voilà, faudra pas vous plaindre s'il y a que de la merde. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous faites pas l'effort de comprendre qu'un film est une œuvre et que cette œuvre appartient à un support physique et que ce support physique il faut l'acheter et que c'est bien et que c'est de l'art et que c'est de la culture, moi il me semble, et je vais faire un autre parallèle, alors oui je suis bavard, je suis comme ça, vous me connaissez maintenant, il me semble qu'un livre, vous n'êtes pas en train de le photocopier. Voilà. Et encore je suis en train de parler d'un objet illustre, un livre avec des pages sans images, mais il me semble que les gens ne le photocopient pas au lieu de l'acheter, donc bordel de merde. Achetez des films parce que d'une, vous participez à l'effort de guerre, c'est-à-dire que vous soutenez vos éditeurs français, de deux, vous pérennisez le support, et de trois, vous permettez de contrecarrer cette espèce d'obscurantisme, voilà, latent. Il est là, hein, il est caché comme ça, obscur au fond. Il est autour de vous. Alors, j'essaye pas de vous créer de la paranoïa, mais on est un peu comme dans l'invasion des profanateurs de sépulture, quelque part. Donc, soutenez les éditeurs. Et moi, là, j'en aurais terminé. Je suis assez content parce que je suis pas en mode coup de gueule. Voilà, je me suis pas énervé, donc je suis assez content. Je reste assez souple. En même temps, on est en train de s'enchaîner quelques verres de boisson qui n'est pas de l'eau depuis quelques heures. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je vais laisser la parole à Peterson pour que lui aussi vous livre en fait son sentiment sur pourquoi c'est important en fait d'acheter du film et pourquoi il faut soutenir en fait cette démarche-là. Oui, donc je vais surtout tempérer un peu tout ça parce que tu nous as sorti des belles idées politiques sur autant n'importe le vent, mais le vrai problème, je pense, c'est qu'on voit plus le cul de Daryl Hannah dans Splash. Et oui, ça c'est vraiment le problème aujourd'hui, je pense, des plateformes. Si à un moment il y a une reformation des œuvres, si on les reconditionne, si on les remonte, ça va pas être possible. Il va falloir boycotter ça. Après, une fois sorti quand même de ces problèmes qui, pour l'instant, mais j'espère le resteront, sont rares, il n'y a pas non plus que du négatif, moi je trouve, à consommer aujourd'hui de la VOD. Déjà, ça a quasiment neutralisé le piratage. Aujourd'hui, tous les gens qui sont sur Netflix, en règle générale, ne téléchargent plus de films illégalement. Et finalement, quand ils achètent sur Netflix, ils les payent. C'est déjà ça. Après, il y a aussi quand même quelque chose, je trouve, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au cinéma, de toute façon, il n'y a plus de cinéma intermédiaire. Aujourd'hui, on est quand même sur du blockbuster, il n'y a plus de cinéma indépendant. Et finalement, quelque part, ces plateformes de VOD permettent de créer des films qui, il y a 10 ans, auraient peut-être été des DTV. Sauf qu'aujourd'hui, comme le support physique va pas très bien, le DTV ne se vend plus. Aujourd'hui, le support physique, c'est de la niche. Et il faut l'avouer, même les plus téméraires achètent de moins en moins de DTV. Vont pas acheter à 20 balles le dernier Jean-Claude Van Damme, bordel. C'est un peu chaud, on va peut-être attendre de savoir ce que ça donne sur Énergie 12, et puis au final on va découvrir que c'est tout bleu, que c'est sale, que c'est fait en Europe de l'Est. Enfin voilà, finalement c'est quand même une soupape aussi pour voir de l'inédit tel qu'on pourrait plus la consommer aujourd'hui.
Après, le support physique, pour moi, est important dans le sens où quand on achète quelque part un film, on fait un vote. Moi, quand Carlotta sort un film, si ce film me plaît, je pense par exemple récemment à la sortie de Phase 4, que je me trimballe en VHS depuis 25 ans. Quand ils ont sorti ce film, je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Je sais qu'en règle générale, les Carlotta finissent très vite dans les discounteries à 6 ou 7 euros. Mais bon, j'ai envie de l'acheter au prix fort. J'ai envie de dire à l'éditeur, ça m'a fait plaisir que tu sortes Phase 4. Et quelque part, j'aimerais que tu me sortes d'autres films de ce genre-là. Donc c'est un vote, un vrai. Le problème pour moi avec la VOD, c'est qu'on consomme de la VOD comme de la télé finalement. On sait pas trop ce qu'on va regarder. Donc finalement, quand on offre une vue, quand on voit un programme, les gens derrière la plateforme pensent que vous avez aimé. Mais autant vous avez vu de la merde. Je veux dire, si à chaque fois que je regarde une connerie sur TF1 juste parce que j'essaie de faire la sieste devant, on pense que c'est ma vision que j'ai de la télévision, bah forcément on va se retrouver avec du programme de merde. En même temps, la VOD aussi, ça a sa raison d'être parce que la télé est merdique. Ça, il faut quand même en parler. On aurait dû en parler à l'époque de VHS, quand on disait qu'on enregistrait des films. À une époque, sur M6, il y avait les Jeudis de l'Angoisse. Aujourd'hui, il y a Masterchef. Et Masterchef, c'est le haut du programme d'M6. C'est un peu moins nul que les chasseurs d'appart, que les Rolooking extrêmes, que les reines du shopping et que l'amour est dans le pré. Donc c'est chaud. On est quand même aujourd'hui, il n'y a plus de ciné-club sur France Télévisions, il n'y a plus de Clint Eastwood le jeudi sur France 3. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Arte, cette chaîne qui était si ennuyeuse à sa création et qui aujourd'hui nous diffuse Gremlins à Noël et Les Dents de la Mer l'été. Donc, si les plateformes de VOD sont là, c'est peut-être aussi parce que la télé joue plus son rôle. Après, si la télé joue plus son rôle, c'est peut-être parce qu'on lui donne plus l'audimat et qu'on est en train de créer un monstre. Mais dans tous les cas, pour moi, je suis pas trop inquiet non plus parce que j'ai l'impression que c'est pas le même but. Pour moi, le collectionneur, cette niche qui est en train de devenir donc la deuxième vie du support physique, de toute façon, même si elle est abonnée à Netflix pour regarder des séries, elle continuera toujours à acheter sa belle édition collector de Zombies qui va sortir chez ESC ou autre chose. Et c'est peut-être un peu des faux débats. Alors, bien sûr, c'est déstabilisant parce que c'est nouveau et que ça va devenir sale. Il y a un moment où finalement Netflix va devenir ce qui est aujourd'hui Amazon, c'est-à-dire cette espèce de gros commerçant qui a bouffé les autres et qui, maintenant qu'il a bouffé les autres, n'est plus aussi bon que quand il essayait de gagner notre cœur. Je pense que c'est une opinion qui se défend. Donc je pense que si on devait émettre un avis objectif là-dessus, on est dans, voilà, je pense que Peterson l'a dit, on est dans une phase de transition, une phase d'adaptation, et je pense que tous ces moyens de consommer pour le cinéphile peuvent coexister ensemble. Ça, en tout cas, c'est le point de vue. Par contre, j'insiste là-dessus, si on veut que ça coexiste, de la même manière où on donne son bifton à Netflix, faut donner son bifton pour le support physique. Si vous aimez quelque chose, parce que je pense que c'est comme ça, on est vraiment sur la passion, si on aime quelque chose, eh ben, on l'achète. Si on aime un groupe, on va le voir en concert. C'est la même démarche. Donc voilà, je pense que la raison d'être en fait de cet épisode numéro 3 du podcast long de 7ème dimension, c'était tellement long cette phrase que je me suis perdu dedans. Donc sa raison d'être en fait, c'est vraiment de dire ça. Voilà, c'est de dire, si vous aimez, faites la démarche. Voilà. On va dire, c'est un petit peu, je prends souvent l'exemple de ce qu'on peut voir dans certains films. Il y a un passage dans ce film de Road Racers, de Robert Rodriguez, là. Vous avez le pote du personnage principal de David Arquette. Voilà, ils vont voir un groupe et ils se rendent compte qu'ils jouent pas vraiment en live. Voilà, donc ils se font péter la gueule. Ben, c'est un peu ça. Si vous êtes des vrais, vous lâchez votre bifton. Voilà, je pense que c'est un peu la démarche de ce podcast. Voilà, si vous êtes des vrais, vous lâchez votre bifton. Et donc du coup, on va conclure quand même parce qu'on est pas loin des 2 heures et on est samedi quelque part. J'aime bien donner un petit peu une temporalité à ça et je pense qu'on a un apéro derrière et une petite vérif du cru à se faire avec Peterson. Donc on conclura sur qu'est-ce qu'on peut attendre, quelles sont les grosses sorties qui arrivent aujourd'hui de ces fabuleux éditeurs en France.
France. Je pense que Peterson va nous faire le point sur les sorties à venir. Le planning donc assez chargé quand même, il y a pas mal de trucs en prévision. Donc on attend toujours chez Ecstasy of Film Reanimator 2 et Les Ventreurs de New York, on a déjà précommandé mais qui devrait arriver. Mais aussi donc prévisionnel Black Christmas de Bob Clark et Keoma qui est un fleuron du western spaghetti. Pour le chat qui fume, parmi ceux qui sont en suspens et que moi j'attends tout particulièrement, il y a quand même Long Weekend et The Gates qui sont annoncés depuis un moment, et bien sûr après on va retrouver Possession et La Traque qui vont être les très très grosses sorties du chat qui fume de cette année. Chez ESC, des gourmandises, il va en sortir tellement. Au mois d'août, on a bien sûr cette invasion vient de Mars qui a été reportée, ce collector de double impact, le petit Candyman 2 pour les gens un peu sales. La fin aussi de la collection Mario Bava avec Baron Vampire. Et toujours dans la British Collection, l'abominable Dr. Phibes et Théâtre de sang. Chez Carlotta, ça va être Les Révoltés de l'an 2000 qui a été annoncé en steelbook. Mais on va aussi avoir Crash, logiquement peut-être en 4K et en Ultra Collector d'ici la fin d'année. Chez Elephant Movie, qui communique pas beaucoup, alors il faut quand même en parler, Le Village des damnés est annoncé pour la fin d'année Halloween. Et la mythique série La Malédiction du loup-garou, la série culte de la 5 des années 80, qui devrait sortir elle aussi pour les dates d'Halloween. Et chez Remini, enfin, dans sa magnifique collection fantastique, où là Incubus vient de sortir, très très grosse sortie, il y aura en septembre Mother's Day, le fameux film trauma totalement dégénéré, peut-être le meilleur trauma jamais fait dans le monde. Et enfin, pour soutenir un peu les projets qui arrivent, là, il y a bien sûr Pulse Video qui va nous sortir ce petit coffret Vice Academy, donc ça en ce moment, il faut les soutenir sur Kiss Kiss Bank Bank. Ils ont déjà sorti les films de post-apocalyptique, excusez-moi, je viens de buter, qui sont exceptionnels, bien que j'ai entendu du mal sur les masters. Oui, enfin la dernière fois que je les ai vus, c'était dans une VHS cradingue, donc on va acheter tout ça, parce que je pense qu'il y a d'autres projets derrière si ça marche, donc même si vous en avez un peu rien à foutre d'une parodie érotique de Police Academy, on fait ça pour le futur, on se bat. Gros truc aussi à souligner, Uncut qui enfin passe au Blu-ray. Il va y avoir à l'automne donc la sortie d'un petit trauma, Incredible Torture Show, et aussi un petit giallo, alors là ça va être de la merde, Il gatto dagli occhi di Giada, qui est réalisé par le réalisateur de Terreur sur la Lagune, qui est sorti chez Le Chat qui fume, et qui est plutôt bon, du Suarganto, mais on se régale, voilà. Et enfin, on va quand même finir sur ces précommandes de Cyborg qu'il va falloir soutenir, puisque le film en steelbook plus le director's cut, et ça c'est chez nos amis avignonnais de Lionhearts, non ? C'est ça. Ce qu'il faut savoir, en fait, voilà. On a l'impression qu'on va jamais la finir, cette émission, c'est ça qui est génial. Donc, enfin, plutôt cet épisode, on divague, on a parlé télévision, donc émission, épisode. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec des initiatives comme celle de ESC, Le Chat, BAC, qu'on a cité, c'est que pour certains cinéphiles, ça a rendu possible d'éditer des films américains en France, et du coup on a un fidèle lecteur depuis le numéro 0, voilà, qui a fondé en fait sa propre structure d'édition qui est Lionhearts Édition, et qui a sorti un premier titre qui est Les Blancs ne savent pas sauter, voilà, donc du Wesley Snipes et du Woody Harrelson grand cru années 90, et il a lancé du coup une opération de précommande pour cette somptueuse édition d'un Albert Pyun invendable, parce que notre ami Colin de Lionhearts Édition est fan de films d'action, donc du coup il se spécialise dans ce créneau là, et du coup il promet une somptueuse édition de Cyborg, et je ne peux que vous inciter à la
précommander. Donc je pense qu'on a bien fait le tour sur ce support physique, on a bien conclu sur l'intérêt de soutenir nos éditeurs. J'espère que vous avez aimé cette participation de Peterson, parce que putain ça a été compliqué de le convaincre de participer à ce podcast. Et si vous avez aimé, faites-le savoir, parce que moi je suis en train de le tanner pour qu'il m'aide sur la spéciale American Ninja qui est prévue pour la fin de l'été. Donc je vous donne une date, parce que souvent il n'y a pas de date avec 7ème dimension, donc c'est pour la fin de l'été. Donc on pourra se permettre de faire un petit point canon, d'embrayer sur ces American Ninja. J'ai même appris en discutant avec lui qui avait un espèce de faux American Ninja 5, donc je suis très impatient de me coller à ce American Ninja qui viendra en complément en fait de notre somptueux dossier Canon disponible sur le non moins somptueux numéro 10 de 7ème dimension. Donc c'était l'épisode 3 du format long du podcast 7ème dimension. Comme d'habitude, je vous le répète, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.